Alors, je préviens d'avance, j'ai eu un problème avec cette conférence. J'en avais trop. Beaucoup trop. Donc, certains me diront, mais pourquoi vous n'avez pas parlé de ci, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Parce qu'il n'y a pas eu le temps. Et d'ailleurs, comme à chaque fois que je fais des conférences, on va dire entre guillemets catalogue, c'est-à-dire qu'on va caresser plusieurs sujets sans pour autant entrer en profondeur dans chacun d'entre eux. Entrez, mais ne vous excusez pas, je veux dire, on est une université ouverte dans tous les sens du terme. Installez-vous. Installez-vous. La ponctualité et la politesse des rois, mais on est entre petits gens ici, donc vous inquiétez pas. Vous irez faire un mot de retard à la vie scolaire, parfois. Donc comme à chaque fois, j'essaie de traiter un certain nombre de sujets. Si parmi les petits points qu'on voit ce soir, il y en a un qui vous passionne et vous voudriez qu'on refasse 1h30 dessus, je suis ouvert à toute suggestion. Donc avant de commencer, un petit sommaire de ce qu'on va voir. On va parler du poids du numérique dans l'économie française en particulier. Est-ce que le numérique représente le plus gros de l'économie de notre pays ou est-ce que c'est une paille qu'on exagère? On va parler des spécificités du modèle économique numérique, puisque le numérique, l'économie numérique ne fonctionne pas tout à fait comme l'économie classique. Il y a quelques spécificités à voir. Et on parlera des grands enjeux du numérique par rapport au travail, par rapport à la production, par rapport à l'information. Qu'est-ce que ça change dans nos vies? Qu'est-ce que ça change dans notre économie? Et on se prendra un petit moment aussi pour échanger à la fin, en sachant que s'il y a un point qui pose problème pendant, n'hésitez pas à le faire savoir. Alors, le numérique dans le monde, ça permet de situer en termes d'utilisateurs. Donc dans le monde, il y a la moitié de la population mondiale qui est connectée à Internet. Il y a 40% de la population mondiale qui est connectée aux réseaux sociaux, 67% qui ont des téléphones portables. Donc la différence, enfin 51% des gens ont Internet et 67% ont des téléphones portables. Il y a plus de personnes avec des téléphones portables qu'avec Internet. Et ça s'explique principalement par une zone du monde où tout le monde a un téléphone portable, mais on n'a pas forcément accès à Internet. Est-ce que vous savez de quelle zone je parle? L'Afrique subsaharienne. Subsaharienne, c'est bon, c'est en dessous du Sahara, celle qu'on appelait, installez-vous, installez-vous, celle qu'on appelait il y a quelques décennies de ça l'Afrique noire. Et il y a 37% qui sont en mode hyper connected jeunes, c'est-à-dire qui suivent les réseaux sociaux via les téléphones portables. On combine les deux. En France, eh bien en France c'est déjà beaucoup plus. Mais pas tant que ça. 88% des Français ont un accès à Internet. Ça veut quand même dire qu'on a 12% de la population, un peu plus d'un Français sur 10, qui n'a pas accès à Internet. Donc demain, payer ses impôts, payer son eau, faire ses déclarations en tout digital, ça pose un problème. Il y a un deuxième problème avec ça, c'est que vous connaissez le taux d'illettrisme en France ou pas? 28. Alors, vous y allez fort. 7%. On a 7% d'illettrés dans le pays aujourd'hui. Alors après, il y en a peut-être qui passent entre les mailles du filet, mais on estime à 7%. Et Internet, sans savoir lire et écrire, c'est quand même très vite compliqué, hein, puisqu'on est sur un mode qui est quasiment textuel, enfin exclusivement textuel. Il y a des images, mais pour trouver une image, il faut quand même taper un mot. 58% des Français sont connectés à des réseaux sociaux, 75% ont des smartphones, et 48%, la moitié de la population à peu près, consultent régulièrement les réseaux sociaux via leur smartphone. En fait, c'est très marqué générationnellement tout de même. C'est-à-dire que sur les populations plus jeunes, on arrive facilement à dépasser les 95%. Sur d'autres populations qui ont connu la vie avant l'époque où on n'avait pas besoin, à chaque fois qu'on mangeait quelque chose, de le prendre en photo pour le mettre sur Instagram, on n'en voit pas forcément l'intérêt derrière. Alors, on a les chiffres donc, dans le monde versus la France. Ils sont difficilement visibles, mais juste sachez qu'il y a 33 millions de Français qui sont connectés à Facebook. Pour être sur les autres réseaux sociaux, on va être à 14 millions sur WhatsApp, 19 millions sur YouTube, Instagram 12 millions et Twitter 10 millions. Alors pour parler de la suite, avant de parler d'économie, certains ont déjà eu ce laïus-là, mais c'est mon tube, le truc que je ressors à chaque fois, et puis c'est important pour comprendre la suite. Qu'est-ce que le PIB? Vous avez tous entendu ce fameux mot, il faut de la croissance est importante.
Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors je la refais un peu court puisque je vois des personnes qui étaient là les précédentes fois et qui connaissent déjà l'explication. Mais pour faire simple, quand on a un boulanger qui vend une baguette de pain 1 €, si la farine, l'électricité et tout, on va dire les marchandises nécessaires à la fabrication de la baguette de pain lui coûtent 40 centimes, il a créé de valeur ajoutée pour chaque baguette vendue, 60 centimes. On additionne la valeur ajoutée de toutes les baguettes, on a la valeur ajoutée de la boulangerie, et quand on additionne la valeur ajoutée de toutes les entreprises et de toutes les administrations du pays, on a le PIB. Ce PIB pose un problème qui va ressortir d'autant plus dans l'économie numérique, c'est que si vous faites le ménage vous-même chez vous, est-ce que c'est compté dans le PIB? Non. Si quelqu'un vient faire le ménage chez vous, et que vous le payez pour, est-ce que c'est compté dans le PIB? Oui. Donc, quand c'est marchand, ça compte dans le PIB, quand c'est non marchand, ça ne compte pas. Pourtant, la résultat est même, en termes de valeur créée, votre appartement est propre. De la même façon, si vous fabriquez des meubles vous-même ou si vous les achetez chez Ikea. Je dirais même que si vous fabriquez les meubles vous-même, ils sont peut-être de meilleure qualité que ceux que vous achetez chez Ikea. Assez clairement. Donc, on a un PIB, un outil qui est partiel. D'ailleurs, vous l'avez peut-être entendu, mais dans les projets français, il y avait notamment le fait de compter l'économie souterraine dans le PIB. Donc, la drogue, les braquages, etc., etc. Donc maintenant, un jeune qui arrête la drogue, c'est une mauvaise nouvelle pour l'économie du pays. Donc inciter les jeunes à fumer les joints, ça nous aidera. C'est du second degré au cas où quelqu'un se poserait la question. Et il y a ensuite la croissance. La croissance, c'est l'augmentation du PIB. C'est le fameux indicateur dont tout le monde nous parle. Il faut savoir que devant nous, en termes de PIB, il y a les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Angleterre, l'Inde, et c'est tout. Sur les 200 pays du monde, il y en a qui sont devant nous, tous les autres sont derrière nous, plus de 190 pays. Je dis 200, c'est une approximation, c'est toujours très difficile de savoir combien de pays dans le monde. Il y a des débats. La Palestine, oui, non, la Bretagne. Donc il y a les débats, c'est une approximation en fonction de vos positionnements d'indépendantistes ou non, vous avez plus ou moins de pays dans le monde. Mais ce qu'on compte en fait, c'est pas le classement de la France qui est dans les 10 plus grands PIB du monde, c'est que son PIB n'augmente pas assez. Donc on est un pays en crise. C'est comme si vous disiez à vos enfants, Caroline, tu avais 19, tu es passé à 19 encore, tu as 0 de croissance, c'est inadmissible. Prends exemple sur ton petit frère Corentin qui est passé de 2 sur 20 à 4 sur 20, il a une augmentation de 100%, c'est un génie. Là aussi, c'est un problème dans nos indicateurs. Ces indicateurs, le PIB et la croissance, sont les deux indicateurs qu'on va le plus utiliser en économie pour évaluer un pays. Donc tout ce qui ne rentre pas dans ces indicateurs, ce qu'on est en train de faire là, c'est mauvais pour l'économie. Hein. On ne vous a pas fait payer l'entrée, c'est pas comptabilisé dans le PIB. On partage de la connaissance, on partage entre nous, mais on ne fait rien de marchand. C'est inadmissible, on ralentit le pays. Ah non, mais vous êtes des traîtres à la nation. C'est important de comprendre ces indicateurs et leurs défauts, puisque c'est au vu de ces indicateurs qu'on va toujours évaluer, et c'est notamment la fameuse croissance qu'on cherche toujours. Vous l'avez sûrement déjà entendu des centaines, des milliers de fois. Je m'en sers aussi parce qu'on va parler du poids du numérique. Le numérique, c'est 110 milliards d'euros, et à peu près 5% du PIB. Ce qui veut dire que sur 20 euros du pays, il y a 1 euro de numérique. C'est un poids qui est considérable, mais pas non plus énorme. On est très loin de la grande distribution. On est très loin de structures comme Total, de l'énergie ou de l'automobile. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que ces 110 milliards d'euros, ils n'existaient pas il y a 20 ans. Donc, même s'ils représentent une toute petite partie du PIB, ils représentent une très grosse partie de la croissance. Et c'est pour ça que tout le monde est fasciné par le numérique. Comme c'est une économie qui n'était pas là avant, tous les euros qui sont là sont considérés comme des euros en plus, donc des euros de croissance. Vous voulez le nuancer, c'est-à-dire ça peut prendre la place du PIB de la grande surface. Vous êtes en train de me parler de la destruction créatrice de notre cher ami autrichien Joseph Schumpeter, et ça, je me le garde dans la poche, on en reparle plus tard, promis. Je ne vais pas dans le bon sens. Le numérique et l'emploi. Alors, est-ce que c'est un gros secteur pourvoyeur d'emploi ou pas? Vous savez combien il y a d'actifs en France ou pas?
à peu près, enfin 29,6 millions. 29,6 millions sont en France considérés comme de la population active. La population active, c'est quoi? C'est des personnes qui sont en âge de travailler, on ne va pas compter les bébés comme chômeurs quand même, et les retraités non plus, et qui sont à la recherche d'un emploi. Donc un homme, une femme au foyer ne sont pas considérés comme actifs. Encore un défaut de notre système de comptabilité, puisque vous pouvez demander à n'importe quel père ou mère de famille qui fait ça à temps plein, c'est des gens qui sont quand même très actifs. Mais on a 29,6 millions d'actifs officiellement. Sur ces 29,6 millions, on a à peu près 3 millions de chômeurs, donc à peu près 10%. Le numérique, d'après vous, ça représente combien d'emplois? Allez, au pif. 200 emplois? 30? Non. 685 000 emplois sont comptabilisés par l'INSEE dans le numérique. Donc le numérique, ça va compter les entreprises 100% numériques ainsi que les postes numériques dans les entreprises qui ne font pas que ça. Donc le DSI de Carrefour, mais aussi des gens qui travaillent chez Microsoft, Google, etc. 685 000 emplois, c'est pas mal. Après, on peut comparer pour voir ce que ça représente. C'est moins que la distribution. La distribution, c'est 1,7 million d'emplois. Par contre, c'est plus que l'automobile. L'automobile, c'est 440 000 emplois. Dans ces 700 000 emplois dits numériques, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait un métier lié au numérique, webmaster? Oui, c'est compté dans le numérique. Dans une entreprise qui n'est Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire les entreprises Microsoft purement numériques et ceux qui font du numérique dans les entreprises classiques. Donc le DSI, directeur des systèmes d'information, directeur informatique de Carrefour est compté dans ces emplois. Donc, ça permet de situer. C'est-à-dire que oui, c'est un gros pourvoyeur d'emplois. C'est pas le plus gros du pays. On est très loin. L'éducation nationale, c'est 1,2 million de personnes. Mais ça reste quand même plus gros que l'automobile. Donc on est quand même sur quelque chose d'important. Même si, avant que vous me le disiez, oui, il y a des emplois qui étaient dans d'autres domaines et qui sont passés dans le numérique après. Il y a les entreprises importantes. Elles sont importantes, mais ce n'est pas les plus grandes. Je vous ai fait une petite comparaison pour voir quelle est leur taille. Alors j'ai pris le chiffre d'affaires, on aurait pu prendre un autre indicateur. Donc Google, pareil. Alors Google, Apple, Amazon. Donc Google, 110 milliards. Apple, 215 milliards. Et Amazon, 233 milliards. C'est des chiffres énormes, on n'arrive pas forcément à réaliser. Donc pour comparer, total, 150 milliards. Plus que Google, moins qu'Apple. Volkswagen, 245 milliards. Donc qui est plus grand que les plus grandes entreprises numériques du monde. Volkswagen est plus grand en termes de chiffre d'affaires que les plus grandes entreprises du monde. Pas forcément en termes de pouvoir. Et je vous ai pris, à titre d'indication, Walmart. Walmart, c'est, on va dire, le Carrefour français. Voilà. Américain. Avec l'accent. Donc Walmart, c'est le plus grand distributeur du monde, c'est l'entreprise au monde qui a le plus gros chiffre d'affaires. On se doute qu'il y a peut-être quelques structures chinoises qui sont plus grosses, mais qui ne sont pas forcément comptabilisées. Et pas forcément de la même façon. Je n'ai pas non plus mis le système des entreprises bancaires dans ce classement, puisque le chiffre d'affaires des banques, c'est calculé de façon un peu particulière, puisque c'est des flux d'argent continuels. Mais on voit que la plus grande entreprise classique du monde fait 285 milliards, donc Amazon plus Apple réunis. Donc on est à la moitié du plus gros. Ça donne un ordre d'idée. On reste quand même très conséquent, mais on n'est pas encore arrivé au stade où le numérique représente les plus grosses entreprises du monde en termes de chiffre d'affaires. Vous aviez une question qui vous brûlait les lèvres. C'est pas une question, c'est une remarque. Parce que là, si on regarde qu'en termes de chiffre d'affaires, oui, finalement, le poids est relatif. Mais pour autant, est-ce que ce qui n'est pas évalué, c'est le lien, le fait qu'ils sont devenus indispensables dans des liens connexes nécessaires à ces grosses entreprises? On en parlera après. Mais c'est bien, vous suivez, vous anticipez ce qui vient. On en parlera après justement de la place et de ce poids-là avec les données, etc. Effectivement. Après, il faut savoir qu'Apple n'est pas forcément très utilisé par les entreprises. Le gros de leur marché, c'est vers des consommateurs finaux. C'est-à-dire que l'entreprise moyenne, elle ne va pas forcément donner des iPhones à ses salariés. Parce qu'on est sur l'iPhone 10, un SMIC. Le jour où votre entreprise vous donne un SMIC comme téléphone de travail, c'est que vous êtes quand même plutôt bien vu. Et juste encore une remarque, là, oui. les trois entreprises numériques font partie du fameux GAFAM. GAFAM, même. Oui. GAFAM. Et j'avais
côté chinois, enfin, ou asiatique, on parle des Batix. Oui, les gens comme Tata, par exemple. Ouais, parce que du coup, ils ont ce même poids relatif. On est dans le même ordre de grandeur. On est dans des ordres de grandeur qui sont... Enfin, on est dans des chiffres qui sont inférieurs, mais avec un potentiel certain. Des gens comme Tata Communication, qui est un géant indien, n'a pas forcément la même stratégie aussi, parce qu'ils ont commencé dans le digital, mais l'objectif de Tata, c'est de remplacer tous les grands groupes dans tous les domaines. Tata Communication, c'est mis à l'automobile aussi. Donc c'est pas la même stratégie, c'est pas ce qu'on appelle des pure players du numérique. Donc puisqu'il y a tellement de choses à faire sur les marchés émergents, vous me parliez notamment de l'Asie, et je vous cite le géant indien parce que c'est l'un des plus gros aujourd'hui, qu'ils n'ont pas forcément comme stratégie de se mettre que sur le numérique, ils ont comme stratégie de remplacer les structures occidentales pour répondre aux besoins de leur population locale. Donc dans une stratégie plus globale. Le top 10, alors ça c'est quelque chose qui nous montre, on parlait du poids en chiffre d'affaires, mais il y a d'autres indicateurs qui nous permettent de connaître le poids d'une entreprise. Un indicateur qui me paraissait pertinent, même si on ne peut pas tous les faire, c'est aussi, est-ce que ces entreprises sont plébiscitées par les gens? Il y a un classement qui sort toutes les années des 10 entreprises, enfin vous pouvez aller jusqu'aux 30 entreprises les plus plébiscitées par les étudiants de grandes écoles. À votre avis, quelles sont les entreprises les plus demandées par les étudiants de grandes écoles? Sur les 10, il n'y a pas 10 entreprises numériques. En France. L'énergie. Non. Non. Ah, vous savez, les jeunes, c'est bling bling. Hein. Louis Vuitton, Moët Hennessy. Deuxième, L'Oréal. Troisième, Google. Quatrième, Chanel. Ah bah en France, on a la culture du luxe depuis le roi Soleil, hein, et c'est resté. Donc quand même pas mal d'entreprises françaises. Hein. Cinquième, Apple. Sixième, Air France. Septième, Amazon. Goldman Sachs. Ensuite, donc voilà, l'entreprise la plus... C'est magnifique, hein. C'est un magnifique reflet de la bourgeoisie dans les grandes écoles. Hein. Ça n'a rien à voir, je pense, avec les étudiants, à mon avis, qui sont en fac, ils ne te citeront pas du tout les mêmes marques, je pense. On est bien d'accord, ouais. On est bien d'accord. Mais les étudiants, enfin, là je prends justement ce symbole-là, puisque ces étudiants de grandes écoles, on va dire, c'est ceux qui auront les plus gros salaires derrière, bien et sûr. qui ont la plus grande force de levier. Bien sûr, donc, voilà. Mais c'est très bien. C'est un indicateur. C'est pas une critique, mais je voulais juste souligner le fait que la plupart des étudiants, la plus grande masse des étudiants, ne citeraient probablement pas les mêmes marques. Ah, pas forcément. Alors, LVMH, L'Oréal, Chanel, beaucoup. Heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, mais ah si. LVMH. Goldman Sachs, franchement, je vois pas ce qu'il Goldman fout là. Sachs, non. Mais ce qui est drôle avec Goldman Sachs, c'est que Goldman Sachs, quand on a commencé à entendre des histoires comme quoi ils avaient des gens dans tous les ministères, qu'ils avaient placé le patron de la Banque Centrale Européenne, que c'était une sorte de... Enfin, qu'il y a eu cette espèce on va dire, d'histoire comme quoi Goldman Sachs avait un pouvoir énorme et faisait du trafic d'influence, et bien suite à ces histoires, à la sortie de ces histoires, ils ont explosé dans le classement. Ouais, ça montre le cynisme de certaines populations. Disney, et là, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, je vous assure que même en fac, Disney, ça fait rêver des tonnes de personnes. Quand vous avez été biberonné à Aladdin, le roi lion, la petite sirène, et Deloitte qui est un cabinet comptable. Ce qu'on remarque, c'est que sur les 10 premières, il y a 3 entreprises de nouvelles technologies. Apple, Google, Amazon. Si on regarde 3 ans avant, en 2014, alors, c'était LVMH, L'Oréal, Danone qui a complètement disparu du classement. C'est-à-dire que toute la partie alimentation, ce qui est quand même primaire, a complètement disparu du classement. Et Google, BNP Paribas, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, qui est un grand cabinet d'audit, c'est à peu près le même métier que les comptables, si on fait très simplifié. Ernst & Young, grand cabinet d'audit aussi. KPMG, grand cabinet d'audit. Total, qui a disparu entre-temps, et Nestlé. Donc on se rend compte que l'énergie, la nourriture a disparu en 3 ans, hein, et a laissé la place aux nouvelles technologies. Et ça, c'est pas un chiffre d'affaires, mais c'est une forme de pouvoir aussi. C'est-à-dire que ces structures font rêver. Et ces structures ne font pas rêver comme dans les grandes écoles. En BTS, en IUT, en IAE, dans toutes les études de commerce, ils font rêver. On voit tous, ils ont tous vu des documentaires où on voit que chez Google, c'est trop cool parce qu'on a des smoothies, que la salle de sport est intégrée. On oublie l'étape où les boîtes de la Silicon Valley proposaient aux jeunes filles, et ça c'est une histoire vraie, hein, de congeler leurs ovules
pour pouvoir se concentrer sur leur carrière. Bah oui, parce que le premier problème de la discrimination contre les femmes, c'est qu'elles ont des enfants, donc on leur permet d'avoir les enfants plus tard. Et quand on a dit, mais c'est inadmissible, c'est pas éthique, ils ont dit, mais vous vous rendez compte, ça coûte 20 000 € la conjugation. On a quand même une culture un peu particulière. Donc on voit le poids de ces structures. On voit le poids de ces structures en termes d'imaginaire collectif. J'aurais pu prendre d'autres indicateurs, j'aurais pu parler du fait justement que les entreprises ont besoin de ces structures, j'aurais pu parler aussi de la valeur des marques. C'est parmi le top 10 des marques qui ont le plus de valeur, juste la marque, il y a 5 entreprises de nouvelles technologies. On va parler ensuite des spécificités de l'économie numérique. Il y a des trucs qui fonctionnent dans l'économie numérique qu'on ne trouve pas ailleurs. L'effet de réseau, les fameuses startups, on va voir ce que ça veut dire startup en vrai, la gratuité des entreprises numériques, et la share économie qu'on appelle aussi l'économie collaborative. Alors l'effet de réseau. L'effet de réseau, c'est assez drôle, en tout cas ça fait beaucoup rire les économistes, parce que c'est une théorie qui a des dizaines d'années, dont personne ne se servait, parce que ça concernait 2-3 secteurs, sauf que maintenant ça concerne l'économie numérique. Et donc, si vous suivez, aujourd'hui on n'en parle pas encore, mais si vous suivez les débats économiques ou pseudo-économiques, genre BFM, dans les 10 prochaines années, vous allez l'entendre de plus en plus. C'est quoi l'effet de réseau? L'effet de réseau, ça a été développé pour les télécoms, au départ. On a une situation 1 où il y a 2 téléphones qui sont branchés l'un à l'autre. Une situation 2 où il y en a 5, et une situation où il y en a des dizaines. À quel moment vous avez plutôt intérêt, vous préférez prendre un abonnement dans l'entreprise 1, 2 ou 3? La troisième, vous préférez pouvoir appeler 70 personnes qu'une seule. C'est ça l'effet de réseau. L'effet de réseau, ce sont des entreprises où l'intérêt pour les clients, c'est de trouver d'autres clients. Et donc, plus il y a de clients, plus les clients veulent venir. Plus il y a de clients, plus il y a de clients. Je prends un exemple tout bête. Quand vous allez sur un réseau social genre Facebook, vous y allez pourquoi? Pour parler à vos amis, pour échanger avec vos amis, pour voir des informations sur eux. Vous allez sur un réseau où tous vos amis sont présents, qui est très moche, ou un réseau magnifique où vous êtes le seul dessus. Vous avez toujours intérêt, si vous allez sur un réseau, d'aller sur un réseau où tout le monde est là, puisque c'est ce que le réseau vend. Les gens sont allés sur LinkedIn et pas sur Viadeo, parce que sur LinkedIn, il y avait plus de recruteurs. Et les recruteurs y allaient parce qu'il y avait plus de personnes qui présentaient leur profil dessus. Je prends un autre exemple, YouTube. Les vidéastes postent sur YouTube parce que c'est là qu'il y a le plus de personnes qui regardent. Et vous savez pourquoi il y a plus de personnes qui regardent sur YouTube? C'est parce que c'est là qu'il y a le plus de vidéastes qui publient leurs vidéos. Et comme il y a plus de vidéastes qui publient leurs vidéos, il y a plus de gens qui regardent, etc., etc., etc. C'est ce qu'on appelle l'effet de réseau. Et donc, quand vous êtes sur un marché où il y a un effet de réseau, toutes les théories économiques s'effondrent. Pourquoi? Les néoclassiques. Alors ceux qu'on appelle les néoclassiques, les Smiths, c'est la pensée dominante en économie, c'est de penser que la concurrence résout tout. Vous l'avez sûrement entendu avec la SNCF, vous l'avez entendu pendant les années Jospin sur toutes les privatisations, la concurrence est une solution à tout. Sauf que quand on a un marché avec un effet de réseau, un réseau social, un moteur de recherche, un site de vidéo, l'entreprise qui devient numéro 1 rafle la mise. Et les autres coulent. Et donc quand vous vous lancez sur un marché où l'effet de réseau fonctionne, votre intérêt, ce n'est pas d'être une entreprise rentable. C'est de perdre de l'argent, de faire tout ce qui est possible pour devenir le premier. Et quand tout le monde aura coulé et que vous êtes tout seul, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et pour ça, on va prendre un exemple très concret. Google. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent des concurrents de Google au début? Lycos, va chercher Lycos. Le chien, il est mort. On ne l'a jamais retrouvé. Google, pendant les premières années, alors que leurs concurrents faisaient de la publicité, on dit non, nous on ne fait pas de publicité. Nous, on travaille à perte, on s'en fiche. Sauf qu'aujourd'hui, Google, en France, alors c'est 91 ou 92, 91% des recherches faites sur Internet sont faites sur Google. 5% sont faites sur le site de Bing, donc le moteur de recherche de Microsoft. Donc on a 2 acteurs qui font 96,8% et tous les autres qui se partagent les miettes. Et donc quand Google arrive dans cette situation de monopole, sa force, c'est pas forcément d'être le plus gros acteur en chiffre d'affaires, c'est d'être tout seul sur son marché. Il y a un journaliste qui a tenté un jour, enfin pendant une semaine,
de vivre sans utiliser un seul outil Google. Il n'a pas pu faire son boulot, il a arrêté avant la fin de la semaine. Parce qu'il y a des alternatives à tout, mais tout devient compliqué. Parce que Google, c'est aussi la première boîte mail du monde, c'est aussi YouTube, Google, on l'oublie. Bon, le réseau social, ils n'ont pas réussi, hein, parce qu'il y avait des leaders déjà installés. Et d'ailleurs, même Microsoft, quand ils tentent de s'installer avec toute leur puissance quand même, ben, ils arrivent à faire un pauvre 5%. Donc, le meilleur rafle la mise. Et une fois qu'on est tout seul, on se fait plaisir. Donc, tout ce qu'on a pu vous dire sur le monopole, c'est pas bien, notamment quand on parle du monopole d'État, ben, en fait, dans le numérique, c'est pas possible. C'est monopole ou monopole. Donc, on se retrouve avec des structures qui, pendant des années, perdent de l'argent dans l'espoir d'avoir cette fameuse place qui leur permette de gouverner tout le monde. Et pour ça, je vais vous prendre un autre exemple, Twitter. Twitter, le dernier trimestre 2017, c'était le premier trimestre de bénéfice de l'histoire de Twitter. Pendant les 10 années d'avant, ils n'ont pas gagné un copec. Ils ont perdu. Je vais même vous redonner les chiffres, je suis désolé, je ne me souviens pas bon. Moins 100 millions le premier trimestre, moins 62 millions le deuxième, moins 116, non, moins 62 le premier, moins 116 le deuxième, moins 21 millions le troisième, et ils ont gagné 91 millions le quatrième. Ce qui nous fait quand même un déficit de 200 millions d'euros sur l'année 2017. Et ils espèrent peut-être être rentables en 2018. Ils ont plus de 10 ans d'existence. Mais ils s'en fichent. Parce que l'objectif, c'est d'être les seuls sur leur segment. Monopole. Et après, on se posera la question. Et d'ailleurs, quand on demande aux gens d'investir sur Twitter, ils investissent. Il n'y a pas de souci. Airbnb a prévu d'être rentable entre 2025 et 2030. Pourtant, il y a encore plein de gens qui investissent sur Airbnb. Parce que le but, c'est d'être tout seul. Mais est-ce qu'on peut parler d'effet pervers du coup? Parce qu'on arrive à une situation qu'on a connue avec la banque qui a fait faillite. Lexia. Ah, Lehman Brothers? Oui. Ah oui. On arrive au syndrome too big to fail. Alors, non. Alors, c'est pas le syndrome too big to fail. Too big to fail, c'est... Trop beau pour mourir. Oui, mais too big to fail, c'est très spécifique aux banques. Là, les startups savent qu'elles peuvent mourir. Et quand je vous parlerai justement du système des startups, je vous expliquerai pourquoi. C'est-à-dire que Google a l'hégémonie. Si demain on n'utilise plus le moteur de recherche, Google peut mourir du jour au lendemain. Il y a le deuxième problème qui est justement l'absence de pérennité. Mais il y a des effets pervers dans ce système de monopole, très clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent dans le blanc des yeux, je sais que Google prend mes données, je sais qu'en termes de vie privée, ça ne va pas ce qu'ils font, mais je ne sais pas comment faire sans Google. Et je ne peux pas faire sans Google. Je sais que Facebook prend mes données. Alors c'est bête, je voulais qu'on lise ensemble les conditions générales d'utilisation de Facebook, mais je ne peux pas aller sur Internet avec le vidéoprojecteur. On en parlera quand même rapidement. Mais Facebook, ils vous disent que ce qu'il y a sur votre caméra, ils peuvent le prendre quand ils veulent, pour, de point de guillemets, vous proposer des filtres sympas. Fin de citation. Vos appels, ils les prennent. Les messages, ils les prennent. La métadonnée, c'est-à-dire que quand vous postez une photo, ils récupèrent la photo, mais aussi le lieu où la photo a été prise, l'heure où ça a été prise, le jour où ça a été pris. Ils récupèrent aussi vos données GPS pour savoir où vous êtes. Et ça, c'est pas une théorie du complot ou quoi que ce soit. Hein. C'est écrit noir sur blanc dans les conditions d'utilisation de Facebook. Vous tapez sur Internet conditions d'utilisation de Facebook ou sur Facebook, vous avez les conditions. Il y a un onglet que fait-on de mes données. Vous cliquez dessus et Facebook vous l'explique noir sur blanc. Les gens savent, ils s'en doutent, mais disent comment je fais quand tous mes amis sont sur Facebook, que tout le monde communique sur Facebook, et qu'il n'y a pas d'autre moyen d'avoir accès à tout le monde. Et à l'UPOP, on le sait, et à l'UPOP, on communique sur Facebook. Mais voilà, c'est une situation où les gens sont bloqués face à ces situations de monopole. Puisque si vous allez... Il y a des super réseaux éthiques, hein. Il y a des super... Copains d'avant, c'est génial en termes de culture. Hein. Mais copains d'avant, c'était avant qu'il y avait des copains dessus. Il n'y a plus personne. Donc si vous êtes sur un réseau et il n'y a personne, ça n'a aucun intérêt. On va parler des startups. Parce qu'en plus on est dans la Startup Nation quand même. Il faut quand même en parler. Alors c'est quoi une startup? C'est quoi une startup? Qui peut me donner, d'après vous, c'est quoi une startup? On entend ce mot tout le temps, c'est comme croissance. On entend ce mot tout le temps. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu une explication de ce qu'était une startup?
des gens qui empruntent pour développer. Numéro 1, celle du Larousse. Une start-up est une jeune entreprise novatrice dans le secteur des nouvelles technologies. Pour simple, c'est jeune, ça tente des trucs, c'est dans les nouvelles technologies. Définition un peu plus longue qu'on peut trouver soit sur Wikipédia, soit sur les dictionnaires d'économie. Une start-up, jeune pousse, société qui démarre en anglais, est une nouvelle entreprise innovante, généralement à la recherche d'importantes levées de fonds, d'investissement avec un très fort potentiel éventuel de croissance économique et de spéculation financière sur la valeur future. C'est quoi l'idée? L'idée, ce que vous disiez, c'est une start-up, est-ce qu'elle va gagner de l'argent? Non, la start-up ne gagne pas de l'argent. Quand vous faites une start-up, vous allez voir des gens en disant, voilà, je monte une entreprise dans un domaine, on va perdre de l'argent, par contre, on est dans les premiers, on va se battre pour être le fameux seul dans le monopole effet de réseau, et après on va se faire plaisir. L'investisseur fait, bah oui, allons-y, on tente, on met 1 million. Mais l'investisseur n'attendra jamais les 10-15 ans que la start-up devienne rentable. L'objectif de l'investisseur, c'est de mettre 1 million, dans l'espoir qu'un type, derrière, soit capable de mettre 2 millions irrécupérables de sa part. Le type qui met 2 millions le fait dans l'espoir qu'un autre type, derrière, mette 5 millions. C'est une pyramide. En fait, c'est un outil de spéculation, la start-up. C'est-à-dire que vous n'investissez pas dans une start-up parce que vous pensez qu'elle va marcher, vous investissez dans une start-up parce que vous pensez que quelqu'un va mettre plus dedans derrière. Et le type qui met plus dedans le fait parce que quelqu'un va mettre plus dedans derrière. Et souvent, la fin des start-up, c'est pas le jour où elles sont rentables, c'est soit quand elles coulent, soit quand elles sont rachetées par un grand groupe. Instagram a été racheté par Facebook, par exemple, pour le coup. Donc on voit cet effet pervers qui est une conséquence de l'effet de réseau, en fait, très clairement. Et donc, dire que les startups, c'est l'avenir du pays, je ne sais pas, c'est une startup, surtout un gros ticket de loto pour ceux qui achètent, quoi. Et les business angels, les investisseurs, le disent clairement. J'investis sur 30 startups. Sur 30 startups, il y en a 27 où je vais tout perdre. Il y en a 2 où je vais récupérer plus ou moins ma mise. Et il y en a une où je vais me faire beaucoup d'argent et ça compensera les 27 autres. Et c'est ça l'idée. C'est ça l'idée très clairement. Ce qu'on peut se dire aussi sur les startups, c'est qu'on va voir un petit peu en chiffres ce que c'est, les startups dans le pays. Alors, 90% des startups échouent dans les 3 premières années. Voilà. Donc quand on dit Startup Nation, c'est un pari un peu risqué, quoi. On a un 2, un 7 au potier, on dit all-in. Parfait. 9% des startups sont dirigées par des femmes. Gros niveau de parité dans les startups. En France, on compte 5 à 8 000 business angels qui investissent en moyenne 16 000 €. Alors, c'est une moyenne qui veut tout dire et rien dire, parce qu'en fait, il y a quelques centaines qui investissent des millions et beaucoup qui investissent quelques milliers, ce qui nous fait une moyenne à 16 000. 94%, c'est la proportion des dirigeants de start-up qui ont au moins un niveau d'études Bac plus 5. Donc, si vous dites à un petit jeune sans études ou un horticulteur monte une start-up, ça va te faire de l'emploi. Dans les faits, la start-up, c'est pas un outil de création d'emploi. C'est un outil de création de plein de choses, d'idées, d'innovation, de spéculation aussi, mais c'est pas un outil de création d'emploi. Et la moyenne d'âge des fondateurs de start-up, c'est 40 ans. Donc pareil, le mythe du petit jeune sans diplôme qui monte sa start-up, il y en a, ça existe, hein, mais c'est pas le gros du panier, très clairement. Oui, exemple sur les effets de spéculation. Alors, Kylie Jenner. Est-ce que vous savez qui est Kylie Jenner? Parce que parmi les plus in et branchés, il y en a qui savent qui est Kylie Jenner. C'est Kardashian. C'est ça, c'est la belle-sœur de Kim Kardashian. Est-ce que vous connaissez Kim Kardashian? Oui, non. Moi je connais parce que je m'intéresse aux Arméniens, c'est tout. C'est la culture arménienne. En fait, il faut savoir que le métier de Kim Kardashian, c'est d'être Kim Kardashian. C'est une jeune fille, c'est la version arménienne de Paris Hilton, pour situer. Donc c'est une jeune fille qui a fait de la télé-réalité et qui était issue d'une famille très très riche. Je crois que c'est elle notamment qui celle qui marie Kanye West, je crois. Oui. Voilà, qui lui a offert un iPhone, c'était quoi? Un iPhone, une paire de Nike, je sais plus quoi. Elle dit oh mais mon Dieu, ça vaut rien. Et en fait, elle lève la caméra et on voit qu'il y en a pour plusieurs centaines de milliers de dollars d'actions dans les boîtes.
qui correspondent à ces objets-là. On voit l'ambiance. En tout cas, Kylie Jenner, donc la demi-sœur de Kim Kardashian, a dit So does anyone else not open Snapchat anymore? Au fait, est-ce qu'il y a d'autres personnes que moi qui n'ouvrent plus Snapchat? Ou c'est moi? C'est tellement triste. Pourquoi je vous montre ce tweet? Parce que suite à ce petit tweet d'une jeune fille de bonne famille, demi-sœur d'une star de télé-réalité qui dit qu'elle n'ouvre plus Snapchat, Snapchat a perdu 1,3 milliard de dollars en cotation boursière. Un tweet. Enfin, je veux dire, c'est pas un expert économique, c'est même pas François Langlais, je veux dire. Ce qui niveau expert économique, c'est pas le top du top, mais c'est une jeune fille dont la principale occupation est d'envoyer des photos d'elle en bikini sur Instagram. Hein. Mais quand elle dit qu'elle ne regarde plus Snapchat, Snapchat perd 1,3 milliard et 6% de valeur boursière. On est bien, ça montre bien qu'on est dans une structure où les gens investissent dans la boîte vis-à-vis du courant pour revendre les actions plus chères. Et que ce n'est pas les gens qui regardent on va dire, la soutenabilité structurelle de l'entreprise. Elle a été payée pour le mettre, son tweet? Non, c'est un tweet. Ce genre d'influenceur fait au moins une dizaine, des fois, quand il y a une grosse actu, une centaine de tweets dans la journée. C'est-à-dire que voilà, elle a juste dit, l'air de rien, qu'elle n'ouvrait plus Snapchat, qu'elle trouvait ça triste parce que c'est le premier réseau social qu'elle existait. Elle a même essayé de rattraper le coup, quelque chose comme une demi-heure après, en disant oui, mais Snapchat reste mon premier amour. C'était fini, quoi. C'était fini. Donc, voilà, quand on dit, vous me disiez too big to fail, non. Ce genre de structure, en fait, c'est des colosses au pied d'argile. C'est littéralement des colosses au pied d'argile. C'est surtout bâti sur du vent. Sur l'avidité des personnes qui investissent. Sur l'avidité des personnes qui investissent. Ce phénomène de start-up, c'est aussi ce qu'on appelle un phénomène de bulle. C'est qu'à un moment, il y a ça se valorise lui-même, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise... Donc en fait, pour retourner, une bulle, c'est quand les gens... imaginons une action vaut réellement 10 € et tout le monde a voulu l'acheter. Alors, loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire que quand tout le monde veut acheter une action, le prix de l'action, il fait quoi? Il monte. Et comme tout le monde a voulu acheter l'action, le prix de l'action s'envole. Et quand l'action vaut 10 € mais qu'elle est cotée à 110, le jour où elle revient à sa vraie valeur, il y a des milliers de personnes qui sont ruinées. Voilà, une petite seconde de silence pour tous ceux qui ont acheté des actions Eurotunnel. Il y a un truc magique, notamment dans l'économie digitale, on est sur le jeu vidéo. Il y a Nintendo qui avait annoncé la sortie de Pokémon Go, un jeu, sauf qu'ils ont annoncé quelques jours plus tard que, au fait, on vous prévient, c'est pas Nintendo qui le fait, c'est une filiale. Sauf qu'entre-temps, l'action était montée de 20%, et quand ils se sont rendus compte que c'était une filiale et pas Nintendo, elle a rechuté du jour au lendemain. Donc il y a aussi des gens qui se sont ruinés en quelques jours. Parce que le type de chez Nintendo avait oublié de préciser que c'était Niantic, une filiale de Nintendo qui faisait la... Donc si j'ai un conseil, n'investissez pas en bourse. Les licornes. Alors, c'est quoi une licorne? Au-delà d'un cheval magnifique orné d'une corne fou de virilité, une licorne, c'est une start-up qui est valorisée à plus d'1 milliard. C'est-à-dire que la valeur boursière de la start-up est supérieure à 1 milliard. En fonction des critères d'évaluation, on va avoir entre 180 et 250 licornes dans le monde. Il faut savoir que 90% de ces structures sont centrées aux États-Unis et en Chine. On en a quelques-unes aussi en Allemagne, en Angleterre, en France notamment, et dans certains dragons asiatiques. En France, on a 2 licornes. Est-ce que vous connaissez ou peut-être les 2 licornes qu'on a en France? Je trouve la phrase très bizarre, si vous connaissez les licornes françaises. Mais... LVMH. Alors non, LVMH, c'est pas une start-up, c'est une grande entreprise bien installée qui fait du luxe depuis des années. Non, une start-up numérique, on a... Mais LVMH, oui, il est valorisé plus cher que 1 milliard, ça vaut une fortune. C'est... Alors non, pas Free. Non, pas Free. On a 2 structures, il y en a une que vous... Alors, il y en a une que vous ne connaîtrez pas, je pense, parce que c'est un hébergeur, et donc les hébergeurs, c'est quand vous avez un site, vous savez bien qu'il n'est pas dans l'air. Il est dans des serveurs physiquement placés quelque part. Et donc quand vous consultez le site, c'est que l'information va entre votre ordinateur et les serveurs qui sont dans un local où plein de sites sont stockés.
Et donc il y a un hébergeur qui s'appelle OVH, un petit hébergeur français, qui a dit on en a marre que les sites soient hébergés aux États-Unis, on va faire le premier hébergeur européen, ce qui voudra dire que vos données dépendront de la loi européenne et pas de la loi américaine. Et rien qu'avec ça, ils sont passés 1 milliard, mais là pour le coup, il y a une vraie idée et il y a un vrai besoin. Parce que la loi américaine sur les données, elle est coton. Non, la deuxième, vous la connaissez peut-être, vous l'utilisez peut-être en période de grève SNCF pour partir en vacances. Blablacar. Les 2 licornes françaises, c'est Blablacar et OVH. Donc 2 startups qui ne sont pas si vieilles que ça et qui valent toutes les 2 plus d'1 milliard. On a plusieurs startups qui valent plusieurs centaines de millions en France, mais on en a 2 qui valent plus d'1 milliard. Autre question. Donc voilà, c'est pas non plus des centaines de boîtes. Autre question qui est intéressante, c'est que sur Internet, il y a beaucoup de gratuits. Facebook, vous ne le payez pas. Google, vous ne le payez pas. Twitter non plus. Et il y a une question. Tous ces sites gratuits, toutes ces structures qui sont gratuites, Wikipédia, vous ne payez pas non plus. Là, je vous ai pris 3 exemples, Wikipédia, Facebook, LinkedIn, Twitter. À votre avis, comment on peut financer le gratuit? Quelles sont les solutions qui existent? Pub, première solution. C'est pas la seule. La revente des données. La revente des données, 2 solutions. Il y en a 2 autres. Et en venant à l'UPOP, je suis un peu désolé que vous n'y pensiez pas. Comment on peut faire un truc gratuit? Le bénévolat et les dons aussi. Bah oui. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle le freemium. Le freemium, c'est ce qu'on trouve sur LinkedIn et c'est ce que vous trouvez sur toutes vos petites applications de jeu, genre Candy Crush. Il y a 99% des gens qui ne payent pas, et vous pouvez payer des options payantes, et en payant ces options payantes, vous financez le reste. Vous savez, les petits bonus sur des jeux, des petites couleurs. Il faut savoir que c'est 1% qui alimente le reste, on appelle ça des baleines. Voilà, ils ont repris le champ lexical du casino à Saint-Lazare, et il faut savoir, qui vont claquer des milliers d'euros dans Candy Crush, quoi. Et en moyenne, d'ailleurs, le public de baleines sur les jeux en ligne, ça va être des femmes entre 40 et 60 ans. Voilà. Ce qui me vexe un peu, c'est-à-dire qu'ils s'en prennent à ma mère. Et sur des choses comme LinkedIn, vous connaissez ou pas? Oui. Voilà. Donc LinkedIn, c'est un Facebook, mais au lieu de mettre que vous adorez les soirées entre amis, vous mettez votre CV. Voilà. Et au lieu de dire je suis fan des crêpes bretonnes, vous expliquez que vous adorez les méthodes de travail disruptives dans la comptabilité anglo-saxonne. LinkedIn, leur principe, c'est pareil. Abonnement gratuit pour la plupart des personnes, et notamment les recruteurs qui veulent utiliser LinkedIn pour recruter, payent un abonnement premium, avec la somme rondelette de 800 € par mois. Ah oui, ça fait. Et donc, c'est eux qui financent le du système. Donc, on a, comme je vous disais, la publicité, les données utilisateurs, les freemiums, le don et le bénévolat. Et toutes ces solutions amènent des situations différentes. Quand par exemple on est financé par la publicité, votre façon de fonctionner n'est plus du tout la même. Votre objectif, c'est pas de donner de la qualité, c'est que les gens cliquent. Il y a notamment ce qu'on appelle les clickbait, donc les appâts à clic, traduits en français, mais en français on préfère l'expression putaclic, qui est peut-être plus accrocheur. Vous en avez sûrement vu. Pourquoi Carla Bruni déteste François Hollande, ou les 7 personnalités les plus trash de l'histoire d'Hollywood, la 4e va vous surprendre, ce genre de choses qui a pour but d'amener les gens, de faire de l'audience, sans pour autant amener du fond. Et en plus de ça, on rentre dans une logique différente, parce que quand votre objectif c'est d'amener un maximum d'audience, au moment où vous construisez votre article, votre contenu, vous ne le faites pas vis-à-vis de votre audience, vous le faites par rapport au moteur de recherche Google qui va ramener du monde. Par exemple, sur YouTube, ce qui fait que vous arrivez en avance et que les moteurs de recherche vous trouvent, c'est principalement la quantité et le rythme de vos vidéos. Donc, les gens qui ont plus de vues, ce n'est pas les vulgarisateurs scientifiques, ce n'est pas les gens qui vous parlent d'histoire, ce n'est pas les gens qui font de la critique de cinéma, c'est des personnes qui publient des petites vidéos de 5 minutes où ils racontent leur vie, mais ils les publient tous les jours. Il y a des personnes qui sont connues pour ça, alors après je sais pas si ça vous parle, il y avait un duo qui s'appelait McFly et Carlito qui faisaient de l'humour avec des sketchs sur internet, et ils ont décidé d'arrêter parce que c'était trop de travail pour rien. Maintenant ils se filment à jouer avec leurs copains. Mais comme ils sortent une vidéo tous les jours, l'algorithme les met en avant. Et tout rentre dans cette logique-là quand vous faites de la publicité.
Et quand vous faites de la publicité, il y a un deuxième problème, c'est que vous ne voulez pas contrarier les personnes qui financent la publicité. YouTube a mis en place un programme qui s'appelle Announcer Friendly, qui distingue les vidéos pour lesquelles c'est bien de mettre de la pub avant, et les vidéos pour lesquelles c'est pas bien de mettre de la pub avant. Donc si vous êtes vulgaire, si vous parlez politique, si vous parlez d'un sujet clivant, si vous faites l'apologie d'une idée ou d'une idéologie quelle qu'elle soit, mais ça peut être l'apologie de l'écologie, hein, de venir en vélo au travail, c'est pas forcément des choses mauvaises, bah, tout ça, c'est pas annonceur friendly. Parce que ça peut aller en contradiction avec ce que disent les annonceurs. Donc plus vous êtes creux, moins il y a de choses, plus vous avez de chances d'avoir de la publicité devant, et donc plus les créateurs sont rémunérés pour faire ça. Les données utilisateurs, bah, la star des stars, c'est Facebook, hein, ce que je vous disais. Quand vous le téléchargez sur votre téléphone, il récupère tout ce qu'il y a dedans. Et après, ça permet de faire de la publicité ciblée et de revendre de la base de données. Il faut même savoir que Facebook va plus loin, c'est-à-dire qu'ils font du testing. Alors, tous les sites font du testing. Le testing, c'est quoi? Si vous êtes 2 personnes à aller sur un site, il y aura 2 versions différentes. Et on va voir, sur les 2000 personnes qui ont la version A et les 2000 personnes qui ont la version B, est-ce que c'est les gens de la version A ou de la version B qui achètent le plus ou qui cliquent le plus? Ce qui permet de mettre la version A à tout le monde, et puis on refait des tests pour améliorer en continu tous les sites. Vous trouvez ça sur tous les grands sites internet. Mais Facebook va plus loin. Au-delà du design du site et de la couleur, parce que des fois on a des changements de couleur pour voir comment les gens réagissent, Facebook a par exemple testé le bonheur et le malheur. Pendant quelques mois, il y a des personnes qui n'avaient que des mauvaises nouvelles. Donc si vos amis vous communiquaient qu'ils venaient d'avoir un enfant, s'il y avait un article qui parlait, je ne sais pas, de la naissance d'un panda, ou de la baisse du chômage, vous ne le voyez pas. Vous voyez la guerre, les immigrés dans des bateaux que personne ne veut récupérer, les maladies, le chômage, etc. Et d'un autre côté, ils ont fait le contraire. Que des nouvelles positives. C'était pour voir si les gens achetaient plus quand ils étaient heureux ou malheureux. Et alors, suite à ça, on sait que quand vous êtes heureux, vous achetez plus. Suite à ça, les gens se sont plaints. C'est-à-dire que c'était inadmissible que Facebook fasse ce genre de choses. Facebook a tout de suite corrigé le tir en rajoutant le fait qu'ils faisaient des tests dans leurs conditions générales. Donc maintenant, en vous inscrivant sur Facebook, vous avez signé pour servir de cobaye en psychologie. Je crois qu'il n'y aura plus beaucoup d'abonnés Facebook à la fin de la soirée. Ah, il y a aussi donc la fameuse levée de fonds dont on parlait pour les startups, donc aller chercher de l'argent dans l'espoir qu'un jour on sera les meilleurs, des meilleurs. Ah, la chère économie. L'économie collaborative. Dernière particularité du modèle Internet, mais pas des moindres, c'est-à-dire que ce ne sont pas des sites gratuits, ce sont des sites, on va dire, qui font de la mise en relation. Je prends un exemple tout bête. Situation numéro 1, économie classique, on a une entreprise qui vous vend des tartes aux fraises. Elle fabrique les tartes, elle les vend, et le client achète sa tarte aux fraises. Économie classique, une entreprise fabrique, un client achète. Chère économie, Paul est un cuisinier amateur qui adore faire des tartes aux fraises pour sa famille. Et quitte à en faire 3, il en fait 4. Madeleine adore les tartes aux fraises, mais elle n'a jamais eu le temps de faire des tartes aux fraises. Et bien il y a un site qui va les mettre tous les deux en relation. Madeleine, contre un service ou contre de l'argent, va récupérer les tartes aux fraises de Paul, sauf que le site en chemin, il va se prendre une petite part, l'air de rien. C'est-à-dire que l'entreprise ne produit plus, n'assume plus les salariés, mais juste des personnes en relation. C'est le modèle de Airbnb, c'est le modèle d'Uber, mais c'est aussi le modèle de YouTube. YouTube se dit, mais pourquoi produire des films, des séries, des contenus? On va mettre une plateforme où il y a des gens qui fabriquent des vidéos dans leur chambre et des gens qui les regardent, avec plus ou moins de moyens. On ne sert que de mise en relation, on met la pub dessus, on prend une part. Il faut savoir que sur cette économie collaborative, il y a quand même 2 cultures qui s'opposent. Je reviendrai sur le schéma après. Donc j'ai pris un exemple, Couchsurfing et Airbnb. Ils font tous les deux la même chose. Paul a un lit, il n'y a personne dedans. Madeleine a besoin de dormir dans la ville de Paul pendant une soirée. Couchsurfing, la culture, c'est gratuit. L'entreprise n'est pas une entreprise, mais une association qui a pour but d'aider les personnes des différents pays à se rencontrer, à voyager à moindre frais. Et souvent, les personnes qui reçoivent demanderont une participation financière à la nourriture, quelque chose de plus symbolique qu'autre chose.
Et l'objectif, c'est souvent de passer du temps ensemble. Airbnb, sur le même modèle, elle, on a une personne qui va rentabiliser son appartement, une personne qui va aller dans l'appartement, et Airbnb va prendre une part. Donc on a une logique marchande, une logique non marchande. Il faut quand même savoir que dans ces deux exemples, il y a un petit problème. Alors, il y a un petit problème pour les économistes classiques. C'est que dans le modèle traditionnel, avec notre usine, l'usine, elle facturait, ça comptait dans le PIB. Maintenant, les deux personnes qui s'échangent des services ne se facturent pas, ça ne compte plus dans le PIB. Le PIB chute. La seule transaction marchande qui reste, c'est ce que la mise en relation est facturée. Ou pas, si on est sur des sites gratuits. Donc, même si les gens ont autant de nuits dans des lits, ont autant de tartes aux fraises, ont autant de voyages, ont autant d'échanges, parce que Blablacar, c'est le même modèle. Hein. Paul a une place dans sa voiture, Madeleine veut aller à Lyon. Même si les gens ont autant de services en vrai, dans l'économie, enfin, dans le vrai monde, quoi, bah, quand on comptabilise l'économie, ça crée une baisse du PIB. Artificielle, purement comptable, mais ça crée une baisse du PIB. C'est un problème de la chère économie, notamment. L'autre souci, c'est que le principe de la chère économie, c'est que dans ce modèle-là, bah, nos petits gens dans l'entreprise, ce sont des salariés. Dans ce modèle-là, Paul, il se démerde. Pas d'URSSAF, rien à payer, pas de formation, Paul se débrouille. Chez Uber, les chauffeurs se débrouillent. Ils sont rentables, ils ne sont pas rentables, qu'importe. Et le SMIC, ici, il n'y en a pas. Mais je ne voudrais pas vous donner une image négative de la chère économie, parce que la chère économie, c'est aussi des choses positives. C'est aussi la plus grande et la plus fiable encyclopédie du monde. Wikipédia. Wikipédia, c'est quoi? C'est des personnes qui partagent leurs connaissances, qui se corrigent les unes les autres pour obtenir le résultat le plus fiable possible. Wikipédia a été mis en compétition par les chercheurs avec les encyclopédies classiques. Il n'a jamais perdu. Le seul défaut de Wikipédia, c'est ce qu'on appelle le temps de latence. Si vous arrivez sur Wikipédia, vous avez la possibilité de mettre une grosse bêtise. Et entre le moment où vous mettez la grosse bêtise et le moment où quelqu'un se rend compte qu'il y a une grosse bêtise et la corrige, oui, il y a un moment où il y a une erreur sur Wikipédia. Sauf que l'information participative, quand c'est fait avec sérieux, est bien plus complète que l'information qu'on trouve sur Universalis, par exemple. Avec tout le respect que j'ai pour des structures comme Universalis qui font ce travail-là. Mais il y a aussi du positif. Donc l'économie collaborative, c'est peut-être l'avenir. C'est peut-être une solution de moins polluer, d'être dans une démarche moins marchande, d'avoir un moindre coût des services qui ne devraient pas nous coûter une fortune, de moins gaspiller aussi, puisque l'économie collaborative, quand vous prenez un Blablacar, ça utilisera autant d'essence et ça polluera autant qu'il y ait 5 personnes dans la voiture ou une seule. Donc c'est quand même plutôt une très bonne chose. Mais est-ce que j'ai du mal à le voir comme ça? Parce que je me demande si ça n'instaure pas un rapport marchand entre les gens dans des domaines où auparavant on parlait d'échanges. Ça dépend de la structure. Couchsurfing, on n'est pas dans un rapport marchand. Couchsurfing, l'idée c'est, vous avez une chambre libre, vous êtes à Vienne, il y a un Roumain, un Espagnol qui veut visiter Vienne, il va passer chez vous, le site vous met en relation, et pendant une semaine, vous allez lui faire découvrir votre ville, et vous allez découvrir un petit peu de la Roumanie et de l'Espagne avec ce visiteur exotique qui vient dormir sur votre canapé. Ouais, je comprends bien l'exemple. Blablacar, là où je prenais quelqu'un en stop, j'ai un rapport marchand. Dans beaucoup de secteurs de notre vie maintenant, c'est comme ça. C'est pour ça que j'oppose ces deux exemples. Ça dépend comment l'économie collaborative est faite. Blablacar, c'est une licorne. Blablacar, c'est un outil spéculatif, c'est une entreprise qui veut faire de l'argent. Mais il y a des sites de covoiturage qui existent. Mais, théorie du réseau, comme c'est pas les plus gros, c'est pas là-dessus que les gens vont. Mais on peut par exemple avoir des sites de covoiturage associatifs, réservés à des villes, organisés par des associations genre Demain. Alors je sais pas si Demain et Vienne le fait, mais Demain dans certaines villes le fait. Il y a le sel aussi. Et le sel, oui. les associations. Oui, les associations. Le sel. Je veux dire, mais Emmaüs, c'est un peu l'ancêtre de l'économie collaborative aussi. C'est l'économie collaborative sans Internet, mais c'est le même concept. Et qui oserait dire qu'Emmaüs est dans une logique marchande, quoi. Ou alors, j'ai pas compris ce que vous avez Emmaüs. Donc voilà, on a des exemples. Hein. VLC, je sais pas si ça vous parle. Qui a déjà payé VLC? VLC, c'est une asso. Alors, ce qui est très drôle avec VLC, c'est que ils sont souvent attaqués par les grandes entreprises marchandes en disant vous nous faites de la concurrence déloyale, etc., etc. Réponse de VLC,
nous on s'en fout, on n'a pas d'argent. Donc si on nous condamne à payer 110 millions d'euros, de toute façon on les payera pas. Et ils sont condamnés tous les ans à payer des sommes astronomiques, mais ils n'ont pas d'argent. Donc de toute façon c'est pas un problème pour eux. C'est des rebelles. Donc je vous ai déjà parlé de Couchsurfing et de Wikipédia. Le petit pingouin, je ne sais pas si vous connaissez, Linux. Linux, c'est un système d'exploitation informatique créé par l'open source. L'open source, c'est le marxisme sans le goulag. C'est quoi le principe de l'open source? C'est que quand vous créez un logiciel, c'est des lignes de code. Je suis très simple. Et quand vous créez une ligne de code en open source, vous la diffusez à tout le monde. Et tout le monde peut l'améliorer, la changer. Et donc, en fait, un logiciel n'appartient plus à personne, il n'y a plus de propriété. C'est l'agrégat des ajouts de toutes les personnes qui ont mis dessus. Et Linux est un système d'exploitation, donc un concurrent de Windows par exemple, créé complètement en open source. Et dessus, vous pouvez trouver des tonnes de logiciels en open source, comme VLC d'ailleurs, améliorés par la collectivité, disponibles à tous. Et là, on est toujours dans cette logique un peu particulière, ça profite à tous, par contre, ça ne paye pas dans le PIB. On est, enfin... On peut revendre Linux sous un autre nom, en l'améliorant un tout petit peu. Oui, après, enfin, il y a un négoce là-dessus. Après, il y a toujours des gens qui profitent des systèmes existants. Mais oui, vous pouvez l'améliorer et dire que c'est sur votre... le logiciel de GPS, Haussmann, Wessel, Oui. souvent maintenant les cartes sont achetées, alors qu'en fait, si on cherche bien, elles sont gratuites. Mais vous pouvez trouver des versions open source. C'est pas parce qu'il y a ce qu'on appelle en économie des passagers clandestins, donc des gens qui essaient de profiter de l'intelligence collective, du travail collectif, que c'est pas forcément une bonne chose. Et l'Unix, il est aussi indirectement financé par vos impôts et par tous les impôts du monde, parce que beaucoup de chercheurs participent à l'évolution de Linux. Et les chercheurs en informatique préfèrent faire évoluer Linux que faire évoluer la solution d'une structure privée qui ne pourront peut-être même plus payer après dans leur labo de recherche. On a aussi ça, le Creative Commons. Le Creative Commons, c'est quelque chose d'américain au départ, mais qui s'est développé, c'est de dire qu'on détaille ce qu'on veut sur le droit d'auteur de notre œuvre. Donc vous avez différentes parties. Vous pouvez par exemple imposer que votre œuvre soit toujours identique. On ne peut pas la modifier sans autorisation. Imposer qu'elle ne soit jamais vendue. Imposer qu'on donne votre nom. C'est les trois seules choses que vous pouvez imposer. Mais ça veut dire que quand vous mettez l'un de ces logos ou l'une de ces combinaisons sur une de vos œuvres, d'ailleurs il faut que je la mette sur du PowerPoint, je l'oublie tout le temps, mais c'est du Creative Commons ce que je fais. Hein. Si vous voulez le diffuser, le regarder, c'est pas un souci. Et, ça veut dire que vous ne cherchez pas à avoir du marchand dessus. Vous ne cherchez pas à avoir des marchands et vous pouvez même inviter les gens à modifier, à améliorer. Ça, c'est des exemples d'économie collaborative. On a vu, je veux m'arrêter quelques secondes sur cet aspect positif, parce que Internet, c'est aussi du positif. C'est aussi la possibilité de partager, de créer des choses ensemble et de sortir du rapport marchand. Je prends un autre exemple tout bête, une association qui a créé une appli. Vous allez sur l'appli, dès que vous allez sur l'appli, vous voyez une caméra, et ce qu'on vous demande, c'est de prendre votre micro et d'écrire ce que vous voyez. À votre avis, pourquoi ? Parce qu'à l'autre bout, il y a un type qui tient un téléphone, et c'est un aveugle. Donc, il faut que je retrouve le nom. Le principe de l'appli, c'est les aveugles se connectent, mettent la caméra, et donc s'il y a un voyant de l'autre côté du fil, il peut le guider. C'est tout bête. C'est juste une mise en relation. Et donc, c'est la possibilité pour des personnes qui ont 10, 15, 20 minutes à perdre, gratuitement, juste en donnant un peu de leur temps, d'aider une personne handicapée dans son quotidien. C'est aussi ça, Internet. C'est aussi le partage. Alors, les grands enjeux du numérique pour demain. On a le numérique et l'emploi, le numérique et la législation, le numérique et l'information, comment on s'informe avec le numérique, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins, le numérique et l'environnement, et on reparlera un petit peu de l'économie participative, parce que j'ai envie de partir sur une note un peu positive. Le numérique et l'emploi. Alors, le numérique change notre rapport à l'emploi, dans beaucoup de domaines. Dans le domaine législatif, dans ce que nous faisons et dans l'éventuel chômage. D'abord, sur le contenu de nos emplois. Deux exemples extrêmes. Le numérique devrait nous amener à terme
à faire disparaître les cadres moyens et la classe de travail moyenne. Attention, quand je dis à terme, c'est pas dans 6 mois. Je prends les 2 exemples de fonctionnaires qui portent l'oreillette avec le GPS, et l'oreillette leur dit tournez à droite, tournez à gauche, posez ce carton dans cette case-là, vous n'allez pas assez vite, il vous reste 30 secondes, etc. Et en fait, les types arrivent, posent leur oreillette, ne sont que le corps qui fait ce que l'oreillette leur demande. À la fin de la journée, ils reposent l'oreillette. Ils n'ont été qu'un vaisseau, ils ne se sont pas servis de leur cerveau une seule seconde. Le cerveau de C'est pas, ouais. Bah, je pense à la fin de la journée. Autre exemple, les centrales d'appel. Centrale d'appel, vous appelez, vous avez le chrono, et vous avez ce qu'on appelle le funnel de conversation. Funnel de conversation, vous avez peut-être déjà remarqué, quand vous appelez Free ou n'importe quelle centrale d'appel, on vous pose beaucoup des questions par oui ou par non. C'est parce qu'automatiquement, il tape sur l'ordinateur. Avez-vous essayé de rallumer votre box? Oui, non. Il clique sur oui, et ça lui donne la phrase qu'il doit dire après. Etc., etc., etc. Et à la fin de l'histoire, si avec ce logiciel en dictant, il n'y arrive pas, la case ultime, c'est renvoyer un vrai expert technique. Et ils ne font que suivre ça. Les gens qui vous font des sondages ne font que suivre ça aussi. Le logiciel, alors, ils ont un petit peu modifié ça parce que ça a fait jaser, mais à une époque, le logiciel comprenait la pause pipi. Il vous donnait l'autorisation d'aller faire pipi ou pas. Il fallait cliquer pour faire la demande, et donc il planifiait entre 2 appels la pause pipi, vous donnez le chrono, vous partiez, il fallait revenir avant la fin du chrono. Ben, c'est de la taylorisation intellectuelle. Taylor, Ford ont inventé le travail à la chaîne qui permettait... Avant, pour fabriquer une voiture, il fallait être ingénieur. Maintenant, pour fabriquer une voiture, il faut être capable de faire ça. Ou ça. Mais pas les deux, hein. Un des deux seulement. Ben, l'idée, c'est la même. C'est-à-dire que si on peut tayloriser des professions où il y avait un peu de réflexion avant, ben, ça veut dire que les gens n'ont plus besoin d'un haut niveau de compétence, ça veut dire que... Mais regardez aussi, n'importe où, quand vous allez à McDonald's, la caisse enregistreuse qui enregistre tout ce qui est possible. Alors, petite anecdote qui n'a rien à voir, mais qui mérite d'être dite, vous regarderez sur McDonald's, est-ce que vous savez à McDo comment on repère le grade des personnes? Au nombre de poches. Ah bah oui, parce que quand on commence, on ne vous fait pas confiance, vous n'avez pas de poche. Et quand vous montez en grade, vous gagnez des poches. Non, mais l'argent, les tickets restaurants, c'est une valeur symbolique. Hein. Mais parallèlement à ça, le logiciel, la liste des ordres, la réflexion qu'il faut avoir sur ce que le manutentionnaire va faire, il faut que quelqu'un y réfléchisse. Les postes qui disparaissent avec l'automatisation des caisses enregistreuses automatiques, il faut bien que quelqu'un y réfléchisse, il faut que quelqu'un soit capable de la réparer. Donc ça veut aussi dire qu'à côté de ça, on a des personnes de plus en plus qualifiées. On avait des ingénieurs informaticiens Bac+2 il y a 15 ans. Aujourd'hui, enfin ingénieurs, des responsables informaticiens Bac+2, maintenant il faut un diplôme d'ingénieur, il faut le Bac+1. Donc on a, et entre ces deux personnes, il y a un trou qui se crée. Notamment, et en plus ça crée un trou entre les petites et les grandes entreprises, parce que les grandes entreprises ont les moyens de mettre en place ces systèmes qui vous permettent de faire quelque chose de rentable avec des personnes qui n'ont aucune compétence à part celle d'avoir une oreille fonctionnelle. Et les petites boîtes sont obligées d'engager des gens qui ont des compétences, qui savent faire elles-mêmes, qui savent réfléchir. Ces gens-là coûtent plus cher. Donc ça crée un déséquilibre entre grosses structures et petites structures. Et le numérique, l'informatisation, cette partie-là, on n'en parle jamais, mais ça crée un gouffre entre les grosses et les petites. Je veux dire, le type qui peut acheter les données Facebook, qui arrive et qui, au moment de vous vendre, connaît votre couleur préférée, le nom de votre mère, ce qui vous passionne dans la vie, ce que vous détestez, qui, quand il vient vous voir, c'est exact, vous vend un aspirateur, c'est que vous avez besoin d'un aspirateur parce que vous avez cassé votre hier, et le type de la petite boîte d'aspirateur qui va taper au porte-à-porte, au pif. Ah ben, je vous assure qu'il y en a un des deux qui est plus performant. Donc on crée aussi un décalage entre grosses et petites. Et comme on a vu avec l'effet de réseau que ce qui est le plus important, c'est d'obtenir les gens, d'obtenir la donnée, ben on crée une paupérisation. Et donc il y a de plus en plus de secteurs où être une petite entreprise n'est plus viable. Ou alors, si vous êtes un sous-traitant d'une grosse. Attention, c'est heureusement pas encore valable pour tout. Je veux dire, on n'a pas encore de multinationales d'infirmières avec 30 000 infirmières
en armée qui ont une oreillette. Le répétez pas, j'ai pas envie que ça donne des idées à des gens. Alors, juste pour info, je vous donne un exemple. Deuxième point, le numérique peut détruire l'emploi. Il peut détruire l'emploi pour deux raisons. Bah déjà, la chère économie. On n'a plus besoin de personnes, on a juste besoin de les mettre en relation. Et puis aussi, plus on est performant, mieux c'est. Enfin, mieux c'est. Plus on est performant, mieux c'est pour l'entreprise, mais moins on a besoin de personnes. Entre 1970 et 2010, la productivité des Français a été multipliée par 2,7. Pareil, je ne rentre pas trop dans le détail, c'est un point important, mais comme j'en avais déjà parlé l'année dernière, ce qui veut dire que quand il fallait 10 personnes avant, en 1970, en 2010, il en fallait 3, donc il y en a 6, on n'a pas su quoi en faire. Donc on a consommé plus pour compenser, mais on n'a pas réussi à aller au bout du mécanisme. Ça pose un problème. Airbnb, alors il y en a qui ont peut-être eu le temps de voir la slide, combien de salariés d'Airbnb en France? À votre avis? Pas beaucoup. 28. Avec 28 personnes, alors que la France est leur deuxième marché, ils font 8,3 millions d'arrivées. Donc ils ne comptent pas en nuit, ils comptent en nombre de personnes qui vont dans un logement pour dormir. 8,3 millions d'arrivées avec 28 salariés en France. Alors 28 c'était le nombre en 2016, 2016 ils sont un peu augmentés et tout, mais à titre de comparaison, alors j'ai pas trouvé le détail France d'accord, mais à titre de comparaison, Accor, le groupe français Accor, dans le monde c'est 240 000 personnes. On a un autre exemple, hein, les photos. Quand Kodak est mort, toutes les boîtes de développement ont disparu. Instagram, donc le plus grand réseau social d'échange de photos, c'était 13 personnes quand ils ont été rachetés par Facebook. Oui, si les gens se débrouillent. Donc, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'on passe d'une économie avec des salariés à une économie sans salariés, de personnes qui se donnent des services, qui se vendent des services. Donc, la question c'est, est-ce que le salariat risque de mourir demain ou pas? Qu'est-ce qui risque de se passer? Alors, juste 65 216 logements sur Paris. Et ils ont prévu d'être rentables en 2030. Les gens investissent, ils disent, vous inquiétez pas, en 2030, on commencera à faire du bénéfice. C'est encore déficitaire. Uber est encore déficitaire. D'ailleurs, sur la chère économie, il y a un moment qui... Enfin, désopilant, je sais pas. Le patron d'Uber fait une conférence de presse, enfin, l'ancien patron d'Uber, parce qu'il y a eu quelques déboires depuis, et il y a un type dans le public qui lui dit, mais vous vous rendez compte, les pauvres, si vous leur prenez 10% de chacune des courses, ils n'arriveront jamais à manger. Le type rigole et fait, non, je vous rassure, je prends 20%. Donc, et ça paraît carrément anormal d'avoir 28 salariés et de gagner plein d'argent comme ça et de pas être rentable. Alors que justement, on dit à chaque fois, une entreprise qui dépense de l'argent, enfin, c'est les frais fixes et souvent on dit c'est les gens. Leur but, c'est pas d'être rentable. Leur but, c'est de vendre le moins cher possible, de faire un maximum de choses. Qu'est-ce qui est cher? Ah, qu'est-ce qui est cher? La publicité. Il y a de la publicité, l'infrastructure du site, le développement du site. Quand ils vont passer, le fait d'avoir accès aux clients, bah, et puis ils se payent des choses entre eux. Hein. Quand vous allez vous chercher une chambre, il y a un petit lien Google. Si vous cliquez sur le petit lien Google, Airbnb donne 20 centimes à Google à chaque fois que ça clique. Donc tout ça, ça représente de l'argent aussi. Un site internet, on ne se rend pas compte, mais l'hébergement, c'est des millions. Le fait d'héberger un site, enfin, sans rentrer forcément dans le technique, parce que ça peut être long et pas forcément, enfin, pas forcément intéressant pour tout le monde, mais c'est pas parce que c'est simple d'utilisation et que le site paraît simple que c'est simple à développer. Sur la partie développement du site, il y a beaucoup de charges fixes. C'est énorme. C'est énorme parce qu'il y a aussi le fait de prendre des photos, il y a le fait de refaire du design, il y a le fait de faire du contrôle sur les différentes chambres, il y a du boulot derrière et il y a beaucoup de prestataires. En fait, dites-vous que quand un site ne rame pas, ça veut dire qu'il y a assez de mémoire. Et donc, je vous parlais d'OVH, là, les grandes fermes de serveurs où les sites sont stockés, plus vous prenez de la place, plus vous pouvez mettre de la donnée sur le site et plus les gens ont accès au site vite. Et plus ça coûte cher. Alors, petit point quand même qui est assez particulier, c'est que si les armoires, vous les payez, la ligne entre les deux, ça c'est payé par le service public et par les opérateurs télécoms. Donc,
par nos impôts, mais aussi par Orange, Bouygues et SFR, qui des fois commencent un petit peu à râler en se disant « Non mais attendez, il y a des boîtes qui se font des millions sur le travail que nous on fournit. » Et Bouygues, SFR, Orange et l'État devraient commencer à avoir sa part du gâteau. Il faut savoir qu'il y a Roland Berger, il faut savoir que, alors Schumpeter, c'est justement ce qu'on se disait, donc Schumpeter, grand économiste autrichien, qui a développé la théorie de la destruction créatrice. La destruction créatrice, c'est quoi? C'est de se dire que quand on crée un marché nouveau, il va détruire de l'existant. La question, c'est est-ce qu'on va détruire plus ou moins que ce qu'on crée? C'est toujours cette question-là qui se pose. Concrètement, Roland Berger, grand cabinet de conseil en strat, a évalué ça. D'ici 2025, il pense que 3 millions d'emplois pourraient disparaître. On passerait de 10 à 20% de chômage. 42% des métiers ont un risque. 42% des métiers existants ont un risque de forte automatisation. Et par contre, ça rapporterait 30 milliards de plus en recettes fiscales. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Ça peut payer une partie des retraites. On a 70 milliards de déficit, 30 milliards sur les 70, on est pas mal. Ça suffira pas aux politiques. Oh, faut pas tout voir en noir. La législation, pour faire rapide sur la législation, il y a un premier problème, c'est le pays. Alors je sais pas si vous savez ce qui est... Vous savez pourquoi les lois sont appliquées? Parce qu'on est consentant. Parce qu'on est consentant. Mais pas seulement pour ça. Pour ça, on va revenir sur du vieux, très vieux. Est-ce que vous savez ce qu'est l'État? La définition de l'État. Non. La définition de l'État nous est donnée par Romulus et Rémus. Ça vous parle, Romulus et Rémus? Deux frères éduqués par une... Au bout d'un moment, Romulus, bon, ils font un pari bête, celui qui voit le plus d'oiseaux a gagné, il choisit le nom de la ville, Romulus gagne. Il tire un trait, il dit, ici commence Rome. Quiconque rentrera dans Rome sans mon autorisation avec une arme sera exécuté. Le frère, il passe, Romulus le tue. Et c'est ça la définition de l'État, c'est le monopole de la violence légitime. Max Weber. L'État, c'est le monopole de la violence légitime. L'État peut vous enfermer, peut vous imposer de payer des choses, peut vous imposer de faire des choses, parce que c'est une violence légitime. Et on estimera qu'un État est bon si cette violence légitime est proportionnée et justifiée. Sortir quelqu'un de sa voiture par les forces de police parce qu'il a 18 grammes et qu'il risque de tuer des gens sur la route, on peut estimer que la violence de l'État est justifiée. Mettre en prison tous les homosexuels, on peut se poser plus de questions sur la légitimité de cette violence. Mais ça nous amène à ce point crucial, c'est qu'en fait, les lois sont appliquées parce que l'État a la force de les faire appliquer. Si vous conduisez ivre, l'État peut vous imposer. Et ça pose un problème. Ça pose un problème sur le droit international. Si les États-Unis ne sont pas gentils avec la France, qui est la force supérieure à la France et aux États-Unis qui peut imposer aux États-Unis de faire ce qui a été décidé par l'OMS, par l'OMC, par l'ONU? Qui? Personne. Et donc, premier problème législatif, quand vous êtes un Français, vous allez sur un site américain, quelle loi s'impose? Est-ce que c'est la loi française? Est-ce que c'est la loi américaine? La loi française dit, si c'est un citoyen français qui consulte un site étranger, que la loi est à son service, évidemment c'est la loi française qui s'applique. La loi américaine dit, une entreprise américaine qui est en relation avec des personnes à l'étranger, c'est la loi américaine qui s'applique. Donc les deux lois se contredisent. Celui qui a raison, c'est souvent celui qui a le plus gros fusil. On a un gros fusil en France, mais on n'est pas les États-Unis non plus. Et on n'est pas la Chine.
Donc, premier problème, quand vous allez sur Facebook, c'est la loi américaine qui s'applique. Deuxième problème législatif, il est fiscal. Vous êtes français, Facebook fait du chiffre d'affaires avec vous, mais Facebook est physiquement aux États-Unis. Quelle fiscalité s'applique? Ah bah l'entreprise choisit un peu ce qu'elle veut. Et je vous annonce que c'est rarement la française. 90% des effectifs européens de Google sont en Irlande. Et c'est pas parce qu'ils aiment les vertes prairies et les moutons. Ça, c'est un problème législatif. Deuxième problème législatif, c'est le problème de la chère économie. C'est un problème fiscal, tout bête, c'est si vous avez un salarié, vous allez payer des charges dessus. Un salarié qui touche 1600 € net, il coûtera à l'entreprise plus de 3000 €. Je ne dis pas si c'est bien ou si c'est mal, c'est le système français. Ça pose pas de problème si tout le monde paye ses mêmes charges et qu'on a une forme d'équité dans la concurrence. Cotisation, Béranger, s'il te plaît. Alors, cotisation, tu as raison. Je dirais même salaire indirect, si tu veux te la jouer le page, puisque les charges sociales salariales sont du salaire indirect, c'est juste de l'assurance que votre employeur vous donne. Mais voilà. Donc, il y a cette problématique. Donc, comment on fait quand d'un côté, il y a des gens qui payent, entre guillemets, le double en charge, et que de l'autre côté, il y a des personnes qui ne payent pas de charge parce qu'officiellement, ce ne sont pas des salariés. Qui d'ailleurs n'ont pas de protection sociale derrière. Évidemment, si le salarié, si pour que la personne touche la même chose, ça vous coûte 2 fois moins, ah, vous allez être compétitif. Donc ça pose un problème de concurrence. Il faut savoir que dans certains pays, ça a même posé le problème au point où ils ont dit non mais en fait Uber c'est des salariés, comme en Angleterre. Donc on va prendre l'URSSAF, vous n'avez pas payé tant, voici la facture, il ne faut pas les malins. Et c'est notamment à cause de ce genre de choses aussi, de se faire rattraper par la fiscalité, que ce genre de structures ont du mal à devenir bénéficiaires. On peut aussi parler j'en parlerai après, de la législation avec Airbnb. Alors, les enjeux liés à l'information. Petit sondage, 43% des Français estiment n'avoir pas suffisamment accès aux actualités importantes face à la multiplication des informations. En fait, Internet, c'est génial, vous avez accès à tout. On ne vous cache plus rien. Vous voulez connaître le budget du pays, vous pouvez. Vous voulez connaître le nombre de salariés d'accord dans le monde, vous pouvez. En France, vous devez sûrement pouvoir. Je n'ai pas à passer assez de temps, c'est tout, mais vous pouvez. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'informations. Comment on fait pour trier? Comment on fait pour trier? Et c'est ça le problème. Et les gens ne se sentent pas informés, pas parce qu'il n'y a pas la bonne info, mais parce qu'ils n'arrivent pas à y accéder, quoi. Au milieu de toutes les pubs, vidéos et autres. 51% des 18-24 considèrent ne pas pouvoir distinguer les dominantes de l'actualité. Donc qu'est-ce qui est important ou pas dans l'actualité? J'ai vu Kim Kardashian, j'ai vu l'affaire Benalla. Voilà. Mais d'un autre côté, Nike vient de sortir une nouvelle paire de chaussures. 54% des 18-24 ans s'informent principalement en ligne. Internet, c'est le défi de l'information de demain. Plus de la moitié des 18-24 s'informent principalement en ligne. S'il y a des gens qui consultent du papier aujourd'hui, la majorité s'informe en ligne. Et 22% des 18-24 ont comme source principale d'infos les réseaux sociaux. Voilà. Quant à la véracité. Je vous laisse le temps de digérer cette info. On se prend un moment, ça veut dire que c'est Facebook, c'est Twitter. Et c'est la vérité. Je sais pas. C'est fait sur Facebook, c'est vrai. Il y en a de plus en plus qui ont du recul. Il y en a de plus en plus qui ont du recul. Le problème, c'est qu'en fait, ils ne savent pas où aller chercher. Ils ne savent pas où aller chercher. C'est dur. Nous, à notre époque, on est... Voilà. Vous étiez de droite, vous achetiez le Figaro. Vous étiez de gauche, vous achetiez l'Huma. Vous pensiez de gauche, mais en fait, vous étiez de droite, vous achetiez le Monde. Enfin, voilà, c'était réglé, quoi. Je veux dire, vous préfériez les crampons à l'information sérieuse, vous achetiez l'équipe et voilà, vous vouliez savoir qui était mort dans votre village cette semaine, vous achetiez le Dauphiné, quoi, c'était réglé. Eux, mais ils arrivent sur un truc, il y a une case, il y a marqué tapez ce que vous voulez, on vous amène. Non mais c'est. Enfin. Il y a une différence quand même, parce que quand je lis le journal, déjà j'ai choisi d'acheter mon journal. Oui. J'ai choisi le journal. Et puis, quand je le fais,
Je choisis un journal où l'information m'est présentée, mais analysée. Enfin, elle me propose autre chose que juste la lecture. Là, sur Internet, avant d'avoir ça, il faut... Sur Internet, ça y est. Sur Internet, ça y est. C'est notamment ce que propose... Alors, je ne dis pas que c'est le cas. Voilà, Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est notamment ce que propose Mediapart. Mediapart, leur promesse, après chacun pense qu'il veut de Mediapart, c'est de dire on ne fait pas de la pub, on fait du payant, mais les gens qui payent, ils ont de l'info d'analyse. Mais sur Internet, vous pouvez aussi... Enfin, sur Le Monde, vous pouvez trouver un article disant que, je ne sais pas moi, les Français sont de plus en plus déprimés. Sur Internet, vous avez l'article universitaire du chercheur complet avec toute l'analyse et toute l'étude. C'est juste que ça demande une démarche supplémentaire. Mais c'est là. Il faut aussi voir ce côté positif. Il faut être éduqué pour aller chercher les informations de cette façon-là, parce que c'est pas du tout... ouais, mais bon, quand on arrive... Enfin, là, on est sur des générations, ça va peut-être changer, mais c'est 18-24, c'est des générations, leurs parents sont peut-être pas très à l'aise avec Internet aussi. Ouais. Donc, c'est aussi un phénomène sociologique, alors que finalement, je n'ai pas développé, mais on pourra en reparler après, c'est qu'on est, pour une première fois depuis très longtemps, dans des situations où on a des parents qui ne sont pas capables de donner à leurs enfants les éléments face à ce qu'ils affrontent. Le bullying avec Facebook, les fake news, je veux dire, mais c'est compliqué. Il y a 20 ans, les parents, quand leur enfant avait des problèmes, alors certes, les mots n'étaient pas les mêmes, la mode n'était pas la même, mais les problèmes de fond restaient les mêmes. Avec ça, on est face à des parents qui sont en partie désarmés. Les enjeux liés à l'information, il y en a plusieurs. Il y a notamment le problème avec le financement, il y a le problème avec les fake news, et il y a le problème avec la bulle de filtre. Le financement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une structure qui est financée par la publicité va vouloir avoir du clic. Une structure qui est financée par la publicité va vouloir faire les contenus les plus consensuels possibles. Une structure financée par la publicité ne va pas se poser un certain nombre de questions. Mais il faut savoir que ça va même plus loin que ça aujourd'hui. Parce que la publicité ne marche plus. Les gens sont de moins en moins sensibles à la publicité. Et donc on passe à l'étape d'après. C'est le financement et la production du contenu par les industriels. Ce qu'on appelle le placement de produits. Lady Gaga, un film qui est financé par Coca-Cola, on voit du magnifique Coca-Cola Light, Dr House avec l'Apple. Alors, film que je peux vous conseiller, The Best Film Never Sold, c'est un type qui dit voilà, je vais financer tout mon film, c'est celui qui avait fait Super Sex Me avec McDonald's, je ne sais pas si ça vous parle, je vais financer tout mon film par les sponsors et le placement de produits. Et en fait, son film, c'est lui qui cherche l'argent pour financer son film. Ah bon, c'est un peu... Et en fait, il arrive à sortir son film, et il y a notamment, je me souviens plus, c'est une marque de smoothie qui fait ça, qui a acheté d'être dans le titre du film. Assassin's Creed, c'est un jeu vidéo. Ils ont fait un partenariat avec des youtubeurs qui parlent de jeux vidéo, donc des critiques de jeux. Ça peut paraître très trivial, hein, critiques de jeux, mais ils ont des critiques de jeux. On vous paye pour faire une vidéo qui va être sur votre chaîne, qui donne une bonne image. Et sur BFM, vous pouvez trouver des séances financées par des industriels, montées par des industriels, notamment des industriels de l'IT et de l'informatique. On a donc aussi le jeu vidéo de l'armée américaine qui s'appelle, je crois que c'est US Navy Seals. L'armée américaine a fabriqué un jeu, financé un jeu, et le but du jeu c'est de donner une bonne image de l'armée américaine et d'inviter les gens à s'engager. La production culturelle devient un outil. On a même eu le jeu vidéo McDonald's. Qu'est-ce qui se passera le jour où L'Oréal sera le producteur du JT? Je vous flippez en de là. L'une des solutions, c'est de revenir à une information payante. Je ne sais pas si c'est la seule, ça peut être aussi une information participative. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais il y a une vraie question qui se pose. Parce qu'avec le téléchargement, les films ont de plus en plus, les films, les séries, les musiques ont de plus en plus de mal à se faire de l'argent en vendant. La publicité commence à s'essouffler. Donc, est-ce qu'on ne va pas être sur quelque chose où le financement va venir avant, quoi? Les fake news, alors fake news, je ne vais pas en parler pendant 3 quarts d'heure, mais c'est vrai que c'est important, il y a des choses qui sont fausses.
qui sont fausses, non pas pour... Enfin, rarement c'est de la propagande, souvent c'est soit des personnes qui pensent dire vrai et qui disent faux, soit des personnes qui font ça en se disant, si je donne un titre à couleur, les gens vont cliquer. Et donc, quand on a 22% des gens qui s'informent, enfin des jeunes qui s'informent sur les réseaux sociaux, comme ils distinguent le vrai du faux. Il y a même eu Décodex qui a décodé un article de l'équivalent belge du Gorafi. Donc c'est-à-dire que Décodex n'avait pas compris. Nordpress. Quoi? Nordpress. Nordpress. Ils avaient. Donc Gorafi, ça vous parle ou pas? Ouais. C'est un journal satirique où les titres sont des blagues et où c'est volontairement. Voilà, c'est volontairement énorme quoi. Genre Jean 20% placé a trouvé une place d'assistant du pape, il a enfin trouvé sa place, ou ce genre de truc où on a retrouvé l'ami noir de tous les politiques. Vous savez, quand il voilà. Et interview, c'est ce genre de nouvelles. Donc il y a Nordpress, l'équivalent belge, et Gorafi a analysé, a expliqué pourquoi c'était de la fake news, en sachant que c'est un site d'humour. C'est-à-dire que même les professionnels s'y perdent. Donc il y a un vrai... Après on se pose la question du niveau des professionnels, mais il y a quand même un vrai problème. Il y a quand même un vrai problème quand on n'a plus l'humour. Et moi ça m'est déjà arrivé, hein, de voir juste le titre d'un truc du Gorafi, de dire « Oh mon Dieu, il n'a pas fait ça !» Puis en cliquant, je me dis « Bon, c'est une blague. » Ouf. Alors, la bulle de filtre. La bulle de filtre, c'est l'un des plus gros problèmes parce qu'on ne s'en rend pas compte, on ne le sait pas. Google, Facebook, tout le monde garde toutes vos données. Garde ce que vous regardez, ce que vous faites, où vous êtes. Et l'une des premières raisons pour ça, c'est même pas de vous fliquer ou de vendre les données, c'est de vous proposer la meilleure expérience utilisateur. Si à chaque fois que vous faites une recherche, pareil, vous faites toujours une recherche d'informations sur Google, et vous êtes un fan du monde, vous cliquez toujours sur le lien du monde. Google, vous va s'en souvenir. Et il va vous proposer, en premier, les articles du monde. Donc si vous et moi, on fait la même recherche sur Google, on n'aura pas les mêmes résultats. Sur Facebook, sur Twitter, les gens que vous suivez sont normalement des gens qui ont des avis plutôt proches des vôtres. Les informations que Facebook et Twitter remettent en avant sont les informations qui sont connexes à ce que vous avez déjà cliqué. Donc, ce qui se passe, c'est que pendant l'élection présidentielle, tout le monde était persuadé que son candidat allait gagner. Parce que tout le monde ne voyait que des articles et des personnes dire Philippe Poutou, c'est le meilleur du monde. Ou Jean-Vincent Lassalle, ou je ne sais pas. Et c'est pour ça que 98% des journalistes étaient persuadés que Donald Trump n'allait jamais gagner l'élection. Ça fait une émission sur Arte avant-hier soir. Ils ont démontré justement avec les reprises des données. Facebook a influencé. Je me suis fait spoiler par Arte. Bon, ça va, c'est Arte. Non, mais voilà, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que sur Internet, vous n'aurez presque que des informations qui correspondent déjà à la vision du monde que vous avez. Et aussi acheter, ça, c'est une amie qui est venue faire à la maison, c'est-à-dire que vous consultez un site pour réserver en ligne un voyage. Eh bien, si vous voulez le réserver au prix que vous l'avez vu, vous recliquez, ils ont augmenté le tarif. Oui, mais ça c'est... Alors ça c'est... Mais ça utilise les mêmes technologies, mais c'est pas le même objectif. C'est vrai. Mais voilà. C'est ce qu'on appelle la bulle de filtre. Cette bulle, elle existait déjà, ce qu'on appelle la bulle sociale, c'est-à-dire que si vous êtes ingénieur, la plupart de vos copains sont des ingénieurs. Si vous êtes un dangereux cégétiste, vous avez quand même beaucoup de copains cégétistes, et en fait, comme vous êtes entouré de personnes, souvent de la même culture, de la même formation, du même milieu social, vous baignez dans votre jus, quoi. Et vous pensez que votre façon de penser est assez universelle. Exemple clivant parmi tant d'autres, le mariage pour tous. Tous les gens qui étaient contre pensaient que 99% des gens étaient contre, et tous les gens qui étaient pour pensaient que 99% des gens étaient pour le coup. Parce que vous n'aurez jamais des amis qui sont dans l'opposé. Et en plus, le problème, c'est qu'avec les nouvelles, quand c'est vos copains, vous faites de la distance. Mais quand c'est des articles de journaux, et qu'on vous affiche que les articles de journaux qui vous disent que votre candidat préféré est merveilleux, que les AMAP c'est super si vous êtes fan d'AMAP, etc., forcément ça vous confirme dans votre ancienne vision du monde. Et ça ne vous permet pas. Un exemple tout bête, j'ai une collègue de travail qui me dit
elle parlait donc, elle disait en même temps que Johnny Hallyday, il y a quelqu'un qui est mort. Juste après, d'ailleurs, c'était son grand angoisse, c'est un académicien, le prof que vous connaissez tous, un académicien. Je suis sûr, Jean d'Ormesson, les élèves incapables de citer Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, ça s'est affiché, surtout au fil d'actu. Parce que vous êtes une bande de gros intellos à lunettes qui allaient dans les universités populaires, qui suivaient France Inter, et qui disent que quand les articles sont pas assez de fond, ça les ennuie. Voilà, et qui lisent Télérama quand ils n'ont pas la télé, voilà. Mais est-ce que vous savez qui est la dernière star des anges de la télé-réalité? L'info n'est jamais arrivée jusqu'à vous. Eux, ils le savent. Et ben oui, parce que les informations qui leur viennent dessus sur Internet sont celles qui sont liées au domaine qui les intéresse au départ. Et donc, eux, ils sont passés à côté de Jean d'Ormesson. Vous êtes passé à côté de la nouvelle Nabila. Et vous êtes sûrement passé à côté du grand clivage entre Booba et... Caris. Et Caris. Ah oui, mais vous avez connu les 14 vidéos où ils se répondent, et qui étaient les types dans l'équipe, et eux, ils le savent. Alors, je voudrais parler des enjeux écologiques liés à Internet. Souvent, Internet, on dit, c'est la solution pour la croissance avec l'écologie, puisqu'on peut créer de la valeur sans utiliser du physique. Sauf qu'en fait, non. Vos sorties virtuelles ont des conséquences bien physiques. Ça, c'est les fameux data centers. Physiquement, votre Facebook, votre cloud, vos emails, ils sont tous stockés là. Ok? Donc quand vous consultez vos mails sur votre boîte mail, quand vous allez sur Facebook, quand vous allez sur un site internet, en fait, votre ordinateur va aller chercher dans un data center l'information. Situé aux États-Unis ou situé en France en fonction du site. Donc ces data centers, alors pour info, un data center, ça va polluer en fonction des tailles. Les plus petits, on est sur des villes de 30-40 000 habitants. Les plus gros, on est sur des villes de 120 000 habitants. Un bon Vienne. Le Bitcoin, à lui tout seul, avec l'énergie qu'il utilise, c'est l'énergie de guerre. Le Bitcoin, c'est la monnaie. Mais en plus de ça, il faut bien que ça voyage entre votre ordi et le... Il faut bien que ça voyage entre votre ordinateur et le site, et le data center. À votre avis, ça voyage comment? Filaire, du bon vieux câble, 1 million de kilomètres de fibre optique, plus que l'aller-retour Terre-Lune. Vous pouvez faire aller, retour, aller, et vous êtes bloqué sur la Lune. Mais on a assez de fibre optique pour faire l'aller-retour aller, avec cette fibre optique-là. Vous imaginez bien qu'il faut de l'énergie pour ça. Vous imaginez bien que quand le câble tombe en panne en plein milieu de l'Atlantique, c'est pas votre réparateur Freebox qui va débarquer pour changer. C'est un coût, une énergie, coût assumé par les opérateurs téléphoniques, et les profits vont pour YouTube et autres. Donc il y a déjà ce problème-là. Alors, quelques chiffres. Donc Google consomme autant que la ville de Bordeaux. Alors d'ailleurs, première énergie sur les data centers. Alors ils sont calmés là-dessus, il y avait notamment beaucoup de charbon. Donc ça, c'était pas cool. Deuxième point, il y a entre 40 et 60% de l'énergie en fonction des data centers, c'est la clim, pour éviter que le truc surchauffe. Ça fait beaucoup d'énergie pour la clim. Il y en a qui ont trouvé une solution, c'est le free cooling, ils se sont dit, on met les trucs en Islande. Ça se refroidit tout seul. Non mais c'est pas bête. Franchement, c'est pas bête. C'est pas bête. Après, la question, c'est la législation islandaise sur Internet. Ça doit être coton quand même. Si Internet était un pays, ce serait le 5e consommateur d'électricité au monde. L'envoi d'une photo consomme autant d'énergie qu'un trajet de 500 mètres en voiture. Par mail. Ouais. Voilà, donc quand vous partez en vacances et que vous envoyez à tous vos copains avec des pièces jointes, en fait vous allez peut-être plus consommer avec vos photos qu'aller à Djerba. Une recherche sur Google consomme autant qu'une ampoule 12 watts allumée pendant 2 heures. Il faut savoir que quand on additionne toutes les recherches Google fait en 1 heure, c'est le bilan carbone de 1000 allers-retours Paris-New York. Alors qu'on ne peut même pas faire un aller-retour Paris-New York en 1 heure. Afficher un email 15 minutes à une empreinte carbone supérieure à son impression en couleur recto. C'est 3 minutes et demie pour faire un recto verso noir et blanc. Donc imprimez vos mails, sauvez la planète. Oui, mais d'un autre côté, on a le message contraire.
où on nous dit que pour sauver la planète, il faut éviter d'imprimer. Mais c'est pour ça que je vous le dis. Donc, En fait, ce qui se passe, oui. qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on a très vite, enfin ça fait très longtemps qu'on a pris conscience des problèmes du papier et donc on a toutes les infrastructures. Il y a plus de 60% du papier utilisé qui vient de papier recyclé aujourd'hui, papier et carton. Donc le papier, on sait le faire. Replanter des arbres, on sait le faire. Internet, ça fonctionne avec de la silice, du cuivre, de l'indium, enfin des trucs. On ne sait pas replanter du cuivre. Donc il y a aussi tout cet aspect-là. Alors, juste la vidéo de Gangnam Style, je ne sais pas si ça vous parle, ça. Le chanteur asiatique, voilà, ça a consommé avec ses plus de 3 milliards de vues autant qu'une petite centrale qui tourne sur un an. Voilà. À ce moment-là, j'invite les gens à réfléchir à l'empreinte carbone des vidéos de chatons dans le monde. L'économie collaborative. Donc, je vous ai pas mal parlé d'Uber. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'Uber retourne en arrière, puisque maintenant, ils essaient de recruter des taxis. Parce qu'ils ne trouvent plus de personnes. Mais Uber a préparé le coup d'après, parce que Uber prépare des voitures autonomes, pour plus avoir besoin de salariés. Alors ça pose aussi un problème législatif, c'est quand une voiture qui est tournée par une agence artificielle a un accident de voiture, qui a eu l'accident? Qui est responsable? C'est compliqué là. Alors il y en a qui ont tenté des trucs, hein, on dit c'est le type qui est derrière le volant et qui a un volant au cas où, mais ça nous pose des questions législatives encore insoupçonnées, quoi. Airbnb. Alors Airbnb, il y a un truc qui est assez dingue, c'est qu'il commence à être interdit dans certains pays. Et la ville de New York met des amendes si vous louez votre appart plus de 30 jours à Airbnb. Pourquoi? Parce qu'en fait... L'argent noir. Non, c'est même pas l'argent au noir, c'est pas ça le problème. Non, c'est l'immobilier. Alors, on est au-delà de la gentrification. C'est la gentrification niveau... C'est-à-dire que vous vivez à Paris, entre louer votre appart à Airbnb 150 € la nuit et louer votre appart au moins 750 € pour une petite sudette dans le 15e, pas de duplex, vous faites vite le choix. Donc, résultat des courses, loi de l'offre et de la demande, tout le monde est sur Airbnb, et donc il y a même un conseiller de la ville de Paris qui avait proposé d'interdire Airbnb. Il avait sorti une phrase que je trouvais très jolie. Il avait peur que Paris devienne un musée à ciel ouvert. Et notamment, l'une des villes où il y a la législation la plus dure contre Airbnb, c'est San Francisco, ville de création où il y a le siège d'Airbnb. Ironie du sort. Donc ça pose un problème à l'économie, c'est-à-dire que... Et puis, l'autre problème qu'on a vu, c'est toute l'hôtellerie qui va derrière. Qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est les étudiants aussi. Pareil qu'à Bordeaux, il n'y a plus rien pour les étudiants. Tout est en location comme ça. Oui, ouais, plus rien pour les gens qui veulent habiter dans la ville, quoi. Que ce soit des étudiants, des travailleurs, ou Il y a des... plein Oui. de c'est comme ça. Les gens sont obligés de déménager. Hein. Ouais, les gens sont obligés de déménager. On se retrouve dans des quartiers qui sont complètement morts. Il y a que des Airbnb. Il y a des Airbnb. Je veux dire, c'est... Et puis après, certains l'ont souligné, il y a la problématique fiscale. Bah ouais. Comment on paye les impôts sur les locations Airbnb? C'est du travail au black. Je vous invite moi, à plus aller à Venise, parce qu'à Venise, on exproprie les gens pour faire la place. Oui. Donc il faut absolument plus y aller là-bas. Venise, alors dans le genre musée à ciel ouvert, C'est bien. ça se pose là. Mais tout ça pour vous redire quand même que sur l'économie collaborative, même s'il y a des trucs très tristes, il y a des trucs qui sont géniaux. Je reparlais de Wikipédia, je parlais du Couchsurfing, je parlais de VLC, mais il y a aussi des choses, je prends l'exemple en tant que prof, il y a des plateformes où il y a des profs qui se partagent des cours et des conseils qui s'appellent le manège, où ils partagent tout gratuitement pour s'aider les uns les autres et monter le niveau des cours qui sont proposés aux élèves. Il y a des plateformes collaboratives entre chercheurs pour faire monter le niveau de la recherche. Il y a aussi des plateformes collaboratives dont certains pourront vous parler ici pour partager entre associations, pour créer des réseaux d'assaut. Il y a des choses qui existent, et Internet a fait passer le bénévolat et l'associatif à un niveau qu'il n'avait jamais imaginé. Sur YouTube prend de l'argent en chemin, mais il y a des youtubeurs qui font de la vulgarisation scientifique. Je pense des gens comme Nota Bene qui font de la vulgarisation sur l'histoire de France, l'histoire des guerres, l'histoire romaine, qui fait des millions de vues auprès de jeunes qui ont entre 12 et 19 ans. Oui, Enfin, alors ça nous pose un problème. C'est bien. Ils veulent nous apprendre des choses gratuitement.
Mais qu'est-ce qu'on fout en l'air la planète avec ça quand on clique, tac, clac, clac? Puisque on consomme. Ben oui. C'est Non, un mais- double tranchant. Tout a un coût. Tout a un coût. Je veux dire, mais par exemple, c'est que tous les mails que vous avez envoyés, tant qu'ils ne sont pas supprimés, continuent à consommer. Donc le mail envoyé à Nadine de la compta pour dire est-ce qu'on boit un café tous les deux à 16h, vous ne l'avez pas supprimé depuis 10 ans, il consomme encore. Quand ils sont supprimés, ils consomment plus. Des deux côtés. Supprimé des deux côtés, ouais. Au bout d'un moment, oui, parce que c'est dans votre boîte d'envoi, dans la boîte de réception. Après, c'est comme tout, je veux dire, enfin, l'essence, c'est pas bien utilisé, ça pollue la planète. Et si c'est pour la mettre dans une ambulance ou dans un camion de pompiers qui va sauver quelqu'un, enfin, donc, après, quel est le bon prix du bilan carbone? Bah là-dessus, il faudrait faire une assemblée de citoyennes et discuter, parce que c'est plus, enfin, est-ce que la vulgarisation scientifique vaut le fait qu'on utilise des ressources pour ça? Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais le problème, c'est qu'on est toujours comme ça, coincé entre deux feux. Quand on voit tous les chefs d'État qui se réunissent pour parler de la planète, ça coûte un fric fou, ça consomme énormément. Et c'est pour sauver la planète, enfin tout est relatif. Quand ils ne changent pas d'avis après en montant dans l'avion. Bah, je vous ferai une compliqué quand réponse même, hein. d'économiste. La question, c'est les ressources et ce qu'on en fait à la fin. On ne peut rien faire sans ressources, donc il faut de toute façon utiliser les ressources. Après, la question, c'est est-ce que les ressources que vous avez utilisées sont bien utilisées? Est-ce que quand on monte dans une voiture qui fait 1 tonne, utiliser l'énergie pour transporter 1 tonne, tout ça pour objectif final de déplacer un bonhomme qui fait 60 kg tout mouillé, c'est peut-être pas la meilleure chose du monde. Après, mettre de l'argent sur du sauvetage, peut-être plus. Mais Oui, là, pour le mais coup, c'est ça le dilemme. l'économiste vous répondra quelles sont les ressources utilisées, quels sont les résultats en face, mais la question de qu'est-ce qui vaut le coup, c'est pas à l'économiste de répondre, c'est au citoyen. Peut-être qu'on peut être plus frugal dans nos modes de vie. Parce que plein d'exemples, tu as donné sont j'adhère, mais il y a tout cet usage récréatif qu'on nous vend comme l'usage récréatif d'Internet, des vidéos, tout ça. On nous dit, voilà, c'est tout juste si on ne dit pas qu'il faut le faire. Mais du coup, on devient des individus passifs. J'écoute de la musique, mais je ne la joue pas. Je vais regarder les peintures, je vais visiter les musées, mais je ne vais pas essayer de peindre. Alors là, très clairement, il faudra demander à mes confrères de l'hip-hop parce que vous sortez de l'économie pour rentrer dans la philosophie et les seules réponses que je pourrais vous donner seraient des discussions de comptoir de PLU et des avis personnels. Je n'ai pas d'expertise dans ces problématiques-là. Peut-être qu'à un moment, il va falloir se... Enfin, là, on entend partout que voilà, il y a des trompes d'eau qui tombent, on sait que les événements vont être de plus en plus violents. Ça ne vient pas de la nature, on a créé ça. À un moment, il faut savoir que plus on a des besoins, plus il faut des ressources. Et la Terre est finie. Ah oui, mais là, c'est un autre sujet, mais oui. Vous regardez l'autoroute tous les vendredis de l'année. Jusqu'à Pézin, c'est bloqué le vendredi après-midi. Donc, non mais c'est vrai, mais là vous ouvrez une porte vers quelque chose de... On fait la décroissance à Roussillon, on parle de ça dans le détail, de l'économie plus frugale et justement de la frugalité vis-à-vis des ressources, où on passera 2 heures là-dessus. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Il y a la responsable de la branche poussiéreuse qui est juste là, qui pourra vous donner toutes les infos. Voilà. C'est vrai que c'est une ouverture vers un autre sujet qui est très intéressant. On fera la décroissance en janvier aussi à Vienne, avec Bruno Clémentin, le fondateur du journal La Décroissance, et qui écrit des articles aussi, etc. Donc on va quand même se poser la question et essayer de creuser le sujet aussi, c'est de savoir si la décroissance ça peut être... Est-ce qu'il y a des questions?